Bonjour à tous, merci de votre présence ici pour cette réunion publique organisée par la Commission locale d'information de ITER Cadarache et qui est basée sur Aix-en-Provence, qui dépend évidemment notamment du département des Bouches-du-Rhône, et j'en suis le vice-président, et je suis à ce titre-là président de la CLI, qui est une association indépendante qui veille à la transparence des informations sur les questions de sûreté nucléaire auprès des citoyens, composés de membres bénévoles issus de la société civile et du public. Quelques-uns sont ici présents, je les en remercie. On se réunit régulièrement sur Aix-en-Provence ou dans des communes qui sont sur le territoire de ITER, de Cadarache ou ici de Camaster, qui sont les trois entités qui sont concernées par les missions d'information et de communication de la CLI. Notre particularité, c'est que nous sommes en association, donc c'est la pluralité, composée d'élus, de personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats, des professions médicales et des intérêts, économiques du territoire. C'est une CLI qui fonctionne depuis maintenant 34 ans. J'allais dire 35, mais voilà, j'en ai rajouté un. 34 ans. Maïté en est la mémoire. Elle en est la vice-présidente et elle vous dira un mot à l'instant. Vous dire que c'est une CLI qui est très active, qui a en son sein, je vous les ai cités, des experts, des anciens ou de Cadarache ou d'autres entités qui viennent enrichir à la fois nos débats et surtout qualifier l'information que nous essayons de transmettre auprès de nos concitoyens. Ce n'est pas toujours une chose facile. Il faut que nous ayons des nouveaux moyens de communication, que nous soyons beaucoup plus sur les réseaux sociaux. On travaille là-dessus. Vous avez eu sans doute quelques brochures que nous avons pu éditer, qui sont distribuées à un grand nombre, notamment dans les villes concernées par les entités nucléaires, mais aussi dans les écoles, dans les associations, et nous essayons d'être le plus présent possible auprès de la population pour les informer. Aujourd'hui, on a choisi un sujet qui est un peu plus large que les sujets de la CLI Cadarache, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est un sujet qui concerne en fait l'ensemble des activités nucléaires, c'est celle des déchets nucléaires, et donc on a choisi effectivement de vous proposer cette réunion publique et ce débat, si vous le souhaitez, sur CIGEO et le stockage des déchets nucléaires. Je remercie tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre invitation et qui vont vous présenter l'activité de CIGEO et l'organisation et l'ensemble des tenants et des aboutissants de cette opération. En attendant, je vous laisse la parole à Maïté, qui est la cheville ouvrière, encore une fois, de la CLI et de cette réunion. Merci Didier. Entre parenthèses, je ne suis pas la seule. Nous sommes un petit groupe assez important qui travaillons tous ensemble toute l'année, bien entendu. Donc, à vous dire uniquement certaines choses, c'est que la CLI est composée de 3 commissions. La commission locale d'information a 3 commissions. Vous avez la commission que l'on appelle vulgairement la CIP, qui est la commission information du public, la CET-CEA, c'est-à-dire la commission environnementale qui s'occupe du centre de CEA, et ensuite la commission ITER, qui, elle, s'occupe uniquement d'ITER. Mais tous les membres participent à toutes les commissions, bien entendu. Dans chaque commission, vous avez un président qui prévoit l'ordre du jour. Et ensuite, vous avez aussi un vice-président. Et dans chaque commission, vous avez des membres qui travaillent activement. Alors, le but de ces commissions, c'est de pouvoir étudier les dossiers. Nous sommes une entité qui n'est ni pour ni contre le nucléaire dans nos discours et dans nos façons de l'exprimer à la population. Le but, c'est surtout de pouvoir vulgariser tout ce qui nous sort du CEA, d'ITER. Et si nous avons des questions ou contrecarrer quelques domaines, on se le permet parce que ça fait partie de notre mission et ça nous permet aussi en même temps de mettre au courant la population. Vous savez que cette loi, les CLI ont été d'abord fondées par monsieur, je vais y arriver,
Maurouin, je ne trouvais plus mon mot, pardon. Ensuite, eh bien, il y a eu justement en 2006 la loi TSN, Transparence et Sûreté Nucléaire. Il y a aussi, depuis, on est dans l'environnemental, bien entendu, dans les textes de loi environnementaux, et on travaille, on a des missions précises à faire. On ne déroge pas de nos missions. D'ailleurs, quand on déroge à titre indicatif, on se fait un petit peu reprendre. Il a compris de qui je veux parler parce qu'il me regarde. On se fait retoquer, on peut dire, par l'autorité de sûreté nucléaire parce que ça dépasse nos champs de compétences, tout simplement. Donc notre mission principale, comme vous avez compris, c'est l'information du public. On essaye de vulgariser pour qu'il y ait une compréhension de tous, c'est-à-dire de ceux qui connaissent le nucléaire et qui ont des questions différentes. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs des personnes qui viennent répondre dans ce domaine, mais aussi de toute personne lambda, puisque c'est la société civile en général. Notre but aujourd'hui, c'est de vous aider à mieux comprendre les enjeux autour du projet de CIGEO, qui est dans un contexte réglementaire et social sensible, puisque vous imaginez bien que nous, par rapport à CIGEO, on n'a pas ce problème de sensibilité en tant qu'habitants. Par contre, Monsieur Jacquet, qui est le représentant du CLIS de Bure et qui justement a en charge ce domaine, va vous l'expliquer. Les questions pour nous, c'est qu'est-ce que CIGEO? Pour vous aussi, bien entendu. Quel rôle jouent les différentes institutions? Et quelles sont les informations qui subsistent et surtout le questionnement qui subsiste au sujet de CIGEO. Alors vous allez me dire pourquoi CIGEO? Parce que tout ce qui est en activité nucléaire est concerné par CIGEO, puisque toutes les activités nucléaires, que ce soit les centres EDF qui sont des centres de production ou bien le centre de Cadarache qui lui est un centre de recherche, produit des déchets. Et le but, c'est de trouver une solution pour ces déchets. Tout simplement pour qui? Nous, maintenant, on a fait un chemin déjà, mais il y a nos enfants, nos petits-enfants et tout ce qui reste derrière. Donc quand même, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire quelque chose sans justement impacter tout ce qui peut arriver après nous. Et c'est le plus important. Les CLI, sachez, on est très nombreux, on est 35 CLI en France. Et ces CLI sont regroupés dans une fédération qui s'appelle l'ANCLI, l'Association nationale des comités et des commissions d'information du public. Vous aurez d'ailleurs la représentante de l'ANCLI, merci Yveline. Il y a des membres de la CLI qui font partie de l'ANCLI justement et on travaille sur certains dossiers avec eux. Et sachez que l'ANCLI nous représente à l'échelon international. Donc que ce soit au Parlement, que ce soit à la Commission européenne, donc on a un impact très important. Mais le problème, on est reconnu par les entités, mais par le public, on n'est pas suffisamment reconnu. C'est pour ça que l'on fait aussi des réunions publiques qui sont obligatoires. Voilà, j'en dirai pas plus. Si vous avez des questions après, lors du petit tanka que l'on va vous proposer à la fin de la réunion, on pourra répondre à vos questions. Donc je vais passer la parole au premier intervenant, qui est de la CLI de Cadarache, et qui est le président de la commission CEA Cadarache, Monsieur Jean-Louis Garcia. Bonjour, donc j'ai juste 2 slides pour vous resituer un peu la problématique des déchets, parce que tout le monde connaît, mais bon, vas-y, passe. Donc les déchets, la classification des déchets, vas-y. Donc ils sont classifiés en fonction de leur activité et ce qu'on appelle la durée de vie. Bon, l'activité, c'est le niveau d'intensité du rayonnement. Donc très faible activité, moyenne activité et haute activité. Et ils sont aussi caractérisés par leur durée de vie. C'est la durée de vie, c'est la période où laquelle l'activité est réduite de moitié. Donc on distingue les vies courtes et les vies longues. Et donc, vas-y. Et donc là, à chaque déchet, ça permet effectivement d'attribuer à chaque déchet sa solution de stockage. Parce qu'il y a déjà, on va parler de CIGEO, bien sûr, abondamment ce soir, mais il faut savoir que l'ANDRA gère déjà les TFA avec le CIRES, le Centre industriel de regroupement et de stockage dans l'Aude, les FMA, tout ce qui est faible et moyenne activité, vie courte, donc ils font l'objet du stockage au centre de l'Aube. Les FABM, ce sont des faibles activités vie longue sur lesquelles il y a un projet de stockage en faible profondeur par rapport à CIGEO, mais qui est un projet. Et puis, ce qu'on va parler ce soir, donc, ce sont les moyennes activités vie longue, moyenne activité et haute activité vie longue, donc qui font l'objet, qui ont pour vocation à terminer, à aller en stockage à CIGEO.
Donc voilà, et je vais passer la parole à Landra. Donc, Bonjour à tous, Elsa Lemaître, je suis adjointe au directeur du projet CIGEO, on appelle ça directeur opérationnel du projet. Et donc ma direction en particulier est en charge de réaliser ce qu'on appelle la tranche 1, donc c'est les premiers ouvrages de surface et de fond de CIGEO pour avoir une mise en service de l'installation. Voilà. Super, merci. Donc comme ça vient d'être dit par Jean-Louis, l'ANDRA, qui est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, comme une de ses missions, c'est de concevoir et d'exploiter les centres de stockage de déchets radioactifs. Donc aujourd'hui, ça représente environ 90% en volume qui ont une solution de gestion existante. Et donc le projet CIGEO concerne les déchets les plus dangereux, donc les HA et MAVL pour leur petit nom. Et donc pour le projet CIGEO, c'est le projet de stockage profond. Le projet a une longue histoire, ponctuée principalement par des jalons, on va dire, réglementaires ou liés à des lois. On peut noter toute une partie très scientifique qui a amené finalement à une loi en 2006 qui a validé le fait que le stockage profond était la solution de référence pour gérer ces déchets les plus dangereux. Ensuite, on est plutôt rentré dans des premières phases d'études d'ingénierie pour rentrer vraiment dans une faisabilité technique de cette solution de stockage. Et je parlerai du dépôt, donc de 2023, du dépôt de notre demande d'autorisation de création auprès de l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Et donc après, voilà, les étapes d'après, on en discutera un petit peu, mais l'objectif, c'est d'aller vers une mise en service de l'installation autour de 2050. Donc les déchets HA et MAVL aujourd'hui sont issus principalement du retraitement des combustibles usés qui sortent des centrales nucléaires. Donc c'est vrai que, comme ça a été mentionné, l'ANDRA s'occupe de l'ensemble des déchets radioactifs, mais principalement ceux qui sont destinés à CIGEO sont ceux qui sont issus de la filière électronucléaire. Donc là, c'est des petites illustrations pour montrer le process de retraitement qui a lieu dans l'installation à La Hague, dans le nord de la France. Et donc aujourd'hui, en fait, on a, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a déjà environ 50% de l'inventaire qui est déjà produit et que l'on prend en référence pour dimensionner l'installation. Et donc, si on essaie de se représenter à quoi ressemble physiquement ou physico-chimiquement un déchet, à la fin, ils sont conditionnés dans les colis que vous voyez sur la droite. Donc, on a principalement des coquilles en bout compactées, on a des éléments radioactifs qui sont mis dans une matrice en verre. Voilà, donc c'est vraiment des déchets qui visuellement sont solides et conditionnés dans ces colis. Il y a une notion qui est très importante pour dimensionner l'installation de stockage, c'est finalement qu'est-ce qu'on prend comme référence en termes de déchets. Et donc ça a été défini comme voilà, qu'est-ce que l'inventaire de référence qui dimensionne vraiment l'installation de stockage aujourd'hui, de l'inventaire de réserve qui ne fait pas partie aujourd'hui de cet inventaire de référence, mais pour lequel l'endroit doit prouver que l'installation de stockage doit s'adapter ou est adaptable à ces catégories de déchets différentes liées à des scénarios différents. Alors pourquoi on a besoin de ces deux notions ? Parce qu'il faut bien une référence pour conduire des études d'ingénierie, et pour autant, c'est un projet sur le long terme, et donc il doit être adaptable à des évolutions, par exemple, de politique énergétique. Et donc, pour donner un détail, donc aujourd'hui, notre inventaire de référence, c'est vraiment lié au parc actuel d'installation de réacteurs nucléaires autorisés à fin 2016, avec pris en hypothèse 50 ans de durée de fonctionnement et le retraitement de l'ensemble des combustibles usés. Et en inventaire de réserve, donc ça peut produire des catégories de déchets différentes ou juste des volumétries différentes. Donc selon les scénarios qui sont posés, on peut avoir, par exemple, dans le cas par exemple d'un arrêt du retraitement des combustibles usés,
l'analyse de la stockabilité de combustibles usés directs plutôt que de déchets HA et MAVL qui sont issus du retraitement. Le principe du stockage géologique, c'est de protéger l'homme et l'environnement de la dangerosité de ces déchets. On utilise, comme dans toutes les installations nucléaires, le principe de barrière, avec en particulier 3 barrières. Et la particularité du centre de stockage, c'est qu'on utilise la 3e barrière comme étant la couche de roche dans laquelle on positionne les déchets. Et en particulier, dans le cas d'un stockage géologique, cette couche de roche a un rôle fondamental. Et le choix de cette couche de roche est très important. Pour asseoir en fait à la fois la démonstration scientifique et puis technique, on a un outil qui est incroyable, je dirais, c'est le fait d'avoir construit un laboratoire souterrain dans les années 2000 pour asseoir voilà, tout le développement du projet. Donc c'est vrai qu'au départ, à sa construction, il y avait vraiment l'idée d'être un outil qui serve à analyser les propriétés de la couche de roche, qui est une couche d'argile. Donc c'est les propriétés, par exemple, de mobilité des radionucléides à l'intérieur de cette couche de roche. Mais avec le temps et puis avec l'avancée du projet, en fait, on va tester de plus en plus des techniques de creusement, des solutions, des options de conception que l'on imagine, avant de les faire réaliser sur CIGEO en taille réelle, par exemple dans l'endroit prévisionnel, et ben on le teste soit en taille réduite, soit directement en taille réelle dans le laboratoire. Donc en fait, on a ce laboratoire qui accompagne les différentes étapes du projet. Et aujourd'hui, ces dernières années en particulier, ça a été un réel support pour démontrer la constructibilité de certaines alvéoles de stockage et, comme c'est évoqué là, explorer éventuellement des pistes d'optimisation vis-à-vis notamment de longueur de certaines alvéoles de stockage. Aujourd'hui, ça représente un ensemble de galeries assez conséquent et aussi en millions de données jour remontées. Donc là, vous avez un chiffre de 4 millions qui est affiché. Et toutes ces données sont liées aux différents capteurs de mesure que l'on a dans le laboratoire pour continuer à faire des expérimentations, vérifier des performances attendues, etc. Donc là, vous avez un petit schéma de qu'est-ce que serait CIGEO en ce qu'on appelle à terminaison. C'est dans une vision avec l'ensemble des alvéoles de stockage dans le souterrain de construit. Donc l'implantation des alvéoles, c'est à 500 mètres de profondeur, ça représente environ 15 km² de stockage. Donc vraiment, moi ce que je dis souvent sur CIGEO, c'est que ce qui est impressionnant, c'est vraiment la taille, parce que finalement, on n'a pas d'opération sur les déchets, on descend juste les déchets au fond. Mais ce qui fait que c'est un projet un peu hors norme, on va dire, c'est ce côté taille relatif à notre taille d'inventaire de déchets radioactifs. Là, vous avez une illustration de ce qu'est le déploiement progressif. Parce qu'il faut savoir que la construction dans le souterrain, ça prend pas mal de temps. Et puis, il y avait aussi la volonté collective, c'est aussi une demande de la gouvernance, d'y aller pas à pas, d'avoir du retour d'expérience sur les premières années d'exploitation. Et donc, il y a l'idée de construire ce que j'appelais la tranche 1. Et visuellement, ça se voit donc c'est ce que vous avez en haut à gauche. C'est vraiment les premières alvéoles de stockage que l'on va construire pour avoir la mise en service. Et après, en parallèle de l'exploitation, on va avoir la construction d'alvéoles de stockage supplémentaires afin d'arriver à ce qu'on appelle l'architecture souterraine à terminaison. Récemment, il y a eu un nouveau arrêté coût qui a fixé le coût du projet. Donc c'est un coût qui représente le coût d'investissement plus le coût d'exploitation sur les environ 100 années d'exploitation plus le coût du démantèlement.
C'est pas très courant dans la gestion de projet. Souvent, on parle que du coût de construction ou du coût d'investissement. Là, c'est vraiment un coût complet. Et pourquoi c'est important d'avoir ce coût complet? C'est parce qu'il sert aux producteurs de déchets à mettre des provisions, à sécuriser des provisions pour financer l'ensemble du projet sur l'ensemble de ses phases de vie. Ce qu'on peut retenir, c'est plutôt le chiffre de environ 9-10 milliards pour la construction de la première tranche. Le dernier arrêté coût remontait à une dizaine d'années environ. Et donc là, c'était nécessaire de mettre à jour la vision de l'ANDRA avec les producteurs dans un dossier de chiffrage et ensuite cet arrêté coût dans le cadre de l'instruction, la demande d'autorisation de création. Pour vous donner une petite vision calendaire sur concrètement ce qui se passe en ce moment, en même temps que on finit, on va dire, totalement les différentes étapes réglementaires autour de la demande d'autorisation de création, on commence à avoir des premières opérations sur site. Donc ça, c'est justement l'objet de la direction, des travaux de la direction à laquelle j'appartiens, de finalement finir des forages géotechniques pour avoir des acquisitions supplémentaires sur des caractérisations de terrain. C'est de réaliser toute l'archéologie préventive nécessaire pour avoir des libérations, des contraintes réglementaires sur ces zones. Voilà, donc c'est aussi travailler avec des maîtrises d'ouvrage, ce qu'on appelle des maîtrises d'ouvrage tierces, c'est-à-dire par exemple RTE, le syndicat des eaux, pour avoir le raccordement à toutes ces utilités. Donc ça, c'est des éléments qui sont nécessaires pour ensuite rentrer dans une phase réelle de chantier. Un petit mot sur l'instruction de la DAC. Là, c'est visuellement pour vous dire qu'en fait, on avait une structure documentaire qui était assez importante. Et à la fin, c'était un dossier qui était très conséquent pour nous de le produire et conséquent pour l'autorité de l'analyser. C'était important en fait d'avoir des pièces qui étaient vraiment liées à la démonstration de sûreté, des pièces qui étaient aussi liées à l'environnement, notamment l'étude d'impact, et des pièces qui sont aussi très spécifiques au projet CIGEO, comme le plan directeur de l'exploitation qui donne justement la vision sur comment les différentes grandes phases du projet. Il y avait aussi les versions préliminaires des spécifications d'acceptation. Donc finalement, le champ de contraintes qu'on va imposer du coup aux déchets qui vont être stockés dans CIGEO. Voilà, sur la partie démonstration de sûreté, clairement, là, la version préliminaire du rapport de sûreté, c'était la grosse pièce du dossier, avec l'objectif de présenter les dispositions techniques nécessaires pour garantir la démonstration de sûreté et donc la sûreté in fine. Et dont une particularité que je n'ai pas forcément évoquée, c'est que sur CIGEO, on a besoin de faire une démonstration de ce qu'on appelle de sûreté en exploitation pendant la phase de fonctionnement comme toute installation nucléaire. Et en plus, on a une démonstration en après-fermeture, lorsque l'installation sera fermée avec un fonctionnement beaucoup plus passif qui est attendu. Donc le cœur de cette démonstration de sûreté pour obtenir la sûreté à la fin de l'installation, ça repose sur une défense en profondeur. Je vous ai parlé des 3 barrières. Il y avait l'idée d'éviter la survenue de tout incident ou accident, de mettre en œuvre tous les moyens de détection et d'intervention pour maintenir cette sûreté, et enfin de mettre en place des dispositions pour réduire au maximum ses conséquences. Donc en fait, au stade de la demande d'autorisation de création, on donne notre meilleure vision à date. Et c'est vraiment au moment de la mise en service qu'on donne la vision finale liée à l'exploitation. Donc voilà un petit peu le résultat en termes de calcul de conséquences en fonctionnement normal, en situation accidentelle. Donc aujourd'hui, on a des calculs de conséquences qui sont estimés acceptables. Pour la pré-fermeture, comme je disais, c'est vraiment une particularité des centres de stockage, avec une volonté d'avoir une analyse qui se veut phénoménologique, c'est-à-dire comment, sur le long terme, les colis vont se comporter, ils vont se dégrader avec l'eau qui va arriver, comment tout ça peut se modéliser en termes de transport des radioéléments.
ans. Donc ça, c'est plutôt un scénario, on va dire, d'évolution normale. Et ensuite, il y a des cas de déviation de l'évolution normale. C'est si voilà, il y a des problèmes qui arrivent. Et donc là, pareil, une évaluation qui est considérée comme robuste et sûre à ce stade du dossier. En termes de procédure d'instruction, donc on a déposé la demande d'autorisation de création en 2023. On a eu 3 ans d'instruction technique. Ensuite, on a initié la phase de consultation réglementaire qui s'est terminée récemment. Et on est prêt, là, courant mai, à lancer l'enquête publique, avec l'objectif d'avoir un décret d'autorisation de création en 2027. Je vous laisserai lire à tête reposée pour ceux qui veulent regarder à nouveau, mais principalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les différents avis ont plutôt été positifs. Alors bien sûr, il y a des points, des demandes complémentaires liées à des jalons à venir. Pour autant, globalement, la conclusion, c'est que c'était satisfaisant, avec une bonne maturité au stade de ce dossier. Sur les collectivités territoriales, on a eu environ 50 avis d'émis, et là, globalement, un retour favorable également. Pour l'enquête publique, c'est vraiment tout le monde peut y participer. Donc voilà, j'avais pas exactement en tête la date, mais voilà, ça commence le 18 mai. Et il y aura plusieurs webinaires d'information et des permanences de la commission d'enquête dans plusieurs communes pour répondre aux questions du public. Donc chacun est libre de participer et de donner son avis. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Oui, donc on a prévu quand même 5 minutes de questions dans la foulée, sachant qu'on aura, si vous voulez revenir sur des questions, mais si vous avez peur d'oublier les questions, vous avez 5 minutes pour le faire. Quelqu'un veut... Je peux passer la parole à quelqu'un pour une question ou pas? Ben moi j'en ai une, parce que effectivement là on voit que vous interfacez beaucoup avec la SNR, et donc par contre j'ai deviné effectivement qu'il y a un colis, des spécifications préliminaires de colis. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça interface avec les producteurs. En particulier, donc il y a quelqu'un de Cadarache, puisque nous on suit Cadarache, donc je ne sais pas si je passe. Comment vous fonctionnez entre l'ANDRA et le producteur pour être sûr que les colis qui sont en train d'entreposer à Cédra seront bien recevables? Je vous passe la parole d'abord au CEA ou... Déjà, un premier élément important, c'est qu'il y a un côté itératif. Et là, c'est ce nous on appelle les premières spécifications d'acceptation préliminaire. Et donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on reçoit d'abord des données d'entrée des producteurs. Nous, on conçoit une installation qui vise à stocker cet inventaire avec ses caractéristiques physico-chimiques et avec une chronique de livraison des producteurs, parce qu'il faut que ce soit cohérent avec les cadences de désentreposage chez les uns et les autres. Et à partir de ça, on vérifie en fait que notre installation telle qu'elle est conçue, elle permet d'absorber les flux, et elle est dimensionnée à ses caractéristiques physico-chimiques. Et finalement, le résultat, la spécification d'acceptation, c'est à une date donnée, avec un inventaire donné, une conception donnée. Voilà à peu près le champ de contraintes qu'il faut imposer à ces colis. Et donc, pour exemple, ce qu'il y a dans cette spécification d'acceptation, c'est certaines familles, en termes de température, ne peuvent pas dépasser un certain nombre de watts, ou alors, ça peut être aussi une masse de matière fissile à l'intérieur vis-à-vis des enjeux de criticité. Voilà. Mais aujourd'hui, en fait, c'est plutôt un résultat. C'est-à-dire aujourd'hui, avec les familles que l'on connaît et la conception d'aujourd'hui, on a pu établir ces spécifications, et toutes les familles que l'on connaît passent bien avec cette spécification. J'aurais pas dit mieux, mais effectivement c'est un travail qui a commencé depuis longtemps déjà, avec des premiers dossiers qui s'appelaient les dossiers de connaissance, qui décrivaient les caractéristiques des colis, les inventaires, et c'est sur la base de ces premières données que l'ANDRA a commencé à établir
à concevoir le stockage de déchets en intégrant certaines contraintes. Et aujourd'hui, ces spécifications, quand on produit des nouveaux colis de déchets, par contre, il faut qu'on respecte ces données. Et comme ce sont des spécifications qui n'ont pas encore été approuvées, qu'on appelle préliminaires, on rend compte à l'ASNR qui va nous donner un avis sur le fait qu'on puisse ou pas produire ces colis. Ça va que ce soit validé par le DAF, c'est ça ? Pour toute nouvelle production de colis, par contre, les colis historiques, ils sont produits et ils sont produits conformément aux specs, puisque les specs ont été établis de manière itérative. Très bien. Merci. Bon, s'il y a pas d'autres, on passe à la sûreté. Alors, Monsieur Juan, qui est-ce qui intervient? Donc, ça sera la SNR, l'autorité nucléaire de radioprotection, qui va intervenir et justement sur l'analyse du dossier. C'est Camille et Elisabeth. Donc, je vous laisserai vous présenter ce que vous faites au niveau de l'autorité de sûreté. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Elisabeth Pichery. Donc, je travaille pour l'autorité de sûreté nucléaire et de la radioprotection. Donc, pour rappel des missions de la SNR, on assure au nom de l'État le contrôle des activités nucléaires civiles en France. Et il y a également des missions de recherche, d'expertise, d'information et d'information du public, notamment en termes de sûreté nucléaire et de radioprotection. Donc, je travaille pour la partie décision et donc ma collègue Camille Esfivant travaille côté expertise. Et donc, je suis ici pour vous présenter l'avis de la SNR qui a été rendu et qui a été demandé dans la réglementation, dans le Code de l'environnement, et donc qui a été brièvement évoqué dans la présentation de Landra tout à l'heure. Donc au début, je vais vous présenter contexte et objectifs de l'avis de la SNR. Ensuite, on détaillera l'expertise et on détaillera ensuite le contenu et les conclusions de cet avis. Donc au niveau de l'instruction, donc l'instruction s'est déroulée à partir du moment où il y a le dépôt de la demande d'autorisation de création, même si évidemment il y a eu des instructions précédentes parce que c'est quelque chose qui a fait l'objet de nombreuses discussions et de nombreuses recherches. Donc il y a eu une expertise technique qui a duré jusqu'à mi-2025. Donc il y a eu 3 groupements thématiques. Étant donné que c'est un gros dossier, il a été décidé de séparer en 3 parties. Donc la première partie, ça va être en thématique les données de base retenues pour l'évaluation de sûreté de CIGEO. Ensuite, il y a eu la démonstration de sûreté en phase d'exploitation, puis la démonstration de sûreté après la fermeture de l'installation. Et donc on a également fait une conclusion générale. Pour chaque groupement thématique, il y a eu un rapport et un avis d'expertise de la SNR, donc PSE-ENV, qui est là où travaille Camille, donc elle pourra détailler tout à l'heure. Il y a également eu un avis du groupe permanent d'experts pour les déchets, donc c'est un regroupement d'experts indépendants qui travaille et qui a rendu un avis pour éclairer aussi la prise de décision. Donc c'est un avis qui est donc rendu au titre de l'article L542-10-1 du Code de l'environnement. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'en parallèle de tout ce processus d'instruction-là, il y a eu un dialogue technique et des consultations. Donc des personnes ici présentes ont pu participer à ces différentes étapes. Et c'est vraiment dans le but de mieux expliquer, de faire comprendre toutes ces différentes étapes d'instruction. Et donc aujourd'hui, on fait la restitution aussi de cet avis. Et donc n'hésitez pas si à la fin vous avez des questions. Et donc pour information, tous ces documents-là sont publics et sont à disposition sur le site de la SNR. Donc pour situer un tout petit peu, donc comme vous pouvez le voir, il y a eu le 16 janvier 2023 le dépôt du dossier. Donc ensuite, il y a la recevabilité pour dire que les pièces étaient satisfaisantes. Et ensuite, il y a eu donc justement ces 3 groupes permanents que j'ai détaillés. Donc notre avis a été rendu, l'avis que je vais présenter ici, l'avis de la SNR, a été rendu en novembre 2025. Et donc là, c'est actuellement la phase de consultation avant la phase d'enquête publique. Il y aura ensuite l'élaboration du décret d'autorisation de création et le cas échéant, sa prise potentiellement en 2027. Donc les objectifs de cet avis, c'est éclairer le public. C'est un avis, donc, comme je l'ai rappelé, pris conformément à la réglementation. Je précise que c'est une séquence particulière qui diffère du parcours habituel d'instruction d'une installation nucléaire de base, étant donné que c'est un avis qui est supplémentaire.
comme c'est une installation qui est quand même très particulière, donc c'est un avis qui n'intervient pas pour la création par exemple d'une autre installation. Il n'y a pas forcément eu cet avis-là qui a été rendu avant une enquête publique. Donc voilà. Et donc vraiment, la vocation, c'est éclairer donc toutes les parties prenantes et le public. Donc vous allez être amené potentiellement à vous prononcer lors de la phase d'enquête publique qui est à venir. Et cet avis a également été présenté à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Donc maintenant, je vais laisser ma collègue présenter les principales conclusions de l'expertise. Merci Elisabeth. Alors je vais commencer par la conclusion générale de l'expertise de ce dossier, qui est en fait que la démonstration de CIGEO a atteint le niveau de maturité requis à ce stade pour la plupart de ses composantes, et qu'il importe désormais de la compléter et consolider pendant la phase industrielle pilote. Alors la phase industrielle pilote, elle démarrerait au moment de l'obtention du décret de DAC, et elle durerait environ une 30aine d'années. En fait, c'est une phase très particulière à ce projet-là de stockage. Et en fait, elle vise pour l'Andra à déjà à commencer la construction des bâtiments de surface, commencer le creusement, et en parallèle, continuer à acquérir des connaissances. Je vais les détailler un petit peu plus tard. Et puis, commencer des essais à froid, donc sans matière radioactive, mais avec des colis factices, par exemple. Et puis des essais de montée en puissance en termes de cadence de mise en stockage, par exemple, jusqu'à une mise en service partielle. C'est aussi un dispositif réglementaire qui est pas classique pour les autres installations nucléaires de base. Et puis, à l'issue de quelques années de mise en stockage d'essais de colis réels de déchets, il y aurait du coup une mise en service dite complète, donc avec un dossier en support et éventuellement une mise en service ensuite. Donc, ce que je vais dire ensuite, vous verrez en fait que ça illustre l'importance de cette phase industrielle pilote pour justement continuer à compléter et consolider les démonstrations de sûreté. Pour ce qui concerne le premier groupement de thématiques qui a été expertisé, donc c'est toutes les données de base qui sont utiles pour l'évaluation de sûreté, donc les données scientifiques par exemple. Donc je ne vais pas toutes les citer, mais en particulier les connaissances que l'Andra a acquises sur les colis de déchets en termes d'inventaire radiologique, caractéristiques chimiques. Ce sont des choses pour lesquelles l'expertise a conclu que les connaissances étaient suffisantes. Il y a d'autres points qui nécessitent des compléments. J'en ai mis, les trois principales sont ici. Donc, tout d'abord, il s'agit d'un point de vue géologique. Sous le futur quartier de stockage Achat, il y a des failles qui ont été détectées, donc largement beaucoup plus profondes que l'implantation visée, mais dont les caractéristiques ne sont pas encore suffisamment connues selon l'expertise. Et donc, en fait, pendant cette phase industrielle pilote, ce qui est attendu de la part de l'Andra, c'est qu'il y ait des travaux de reconnaissance qui visent à mieux savoir quelles sont les caractéristiques de ces failles, notamment leur extension, voire éventuellement est-ce que ça pourrait conduire à changer un petit peu l'implantation du quartier de stockage, puisque sa construction interviendrait longtemps après les premiers creusements. Un deuxième point concerne la corrosion. Il y a les essais récents de l'Andra sur les alvéoles Achat. Donc, ce sont les alvéoles qui font une centaine de mètres de long, horizontales, et donc qui visent à accueillir les colis de déchets vitrifiés, donc les cylindres, les 10 000 mètres cubes en fait, dont l'Andra a parlé un petit peu plus tôt. Il y a donc pas mal de composants métalliques et il y a aussi du matériau cimentaire. Et les premiers essais que l'Andra a réalisés récemment dessus, avec une formulation donnée, montrent qu'il y a un taux de corrosion qui est important et qui n'est pas compatible avec l'atteinte des performances de sûreté pour les composants métalliques. Donc c'est un complément qui est important et l'Andra a déjà commencé à avancer son programme de recherche et la poursuivra pendant la phase pilote pour vérifier que la conception est adéquate. Par rapport aux ouvrages de scellement, alors on n'en a pas forcément beaucoup parlé. En fait, les scellements, ce sont un ensemble de matériaux qui est envisagé à base de bentonite et de sable à l'heure actuelle et qui sera mis en place pour en fait, reboucher le grand nombre de galeries que vous avez vues sur les schémas que l'Andra a montrés. Ces ouvrages-là sont pas encore, la conception de référence n'est pas encore terminée. Ils ont des fonctions ils doivent laisser passer les gaz qui seront générés notamment par corrosion après la fermeture. Et actuellement, la conception de référence n'est pas encore au point et la démonstration de la performance non plus. Donc la phase industrielle pilote sera l'occasion pour l'Andra d'apporter un concept de référence consolidé par rapport à ça. Pendant cette phase d'expertise de ce groupement de thématiques, il y a eu des ateliers du dialogue technique, dont Elisabeth a parlé un petit peu avant, donc qui ont concerné, en dehors du simple déroulé de cette partie d'expertise-là, ça a concerné des thèmes comme les colis, l'emprise du stockage et les scénarios considérés pour la démonstration de sûreté.
Je passe maintenant au deuxième groupement thématique, donc la sûreté en exploitation. La sûreté en exploitation, c'est vraiment le moment où les premiers colis sont accueillis dans CIGEO et toute la phase qui va durer une bonne centaine d'années, enfin en tout cas au moins un siècle, jusqu'au remplissage complet de CIGEO et fermeture comprise. Donc c'est une phase qui dure longtemps, en tout cas bien plus longtemps que les durées envisagées actuellement pour les installations nucléaires. Globalement, la démonstration de la maîtrise des risques a été jugée, en tout cas avec un niveau de maturité suffisant à ce stade-là par l'expertise. Donc je ne vais pas citer pour chaque composante en particulier, mais par exemple les aléas météorologiques, le dimensionnement du génie civil, par exemple, ça a été jugé suffisant. Il y a des compléments importants à la démonstration de sûreté qui sont néanmoins attendus. Ça concerne la maîtrise des risques d'explosion. Donc j'ai parlé un petit peu avant du fait que la corrosion pouvait générer dans certaines conditions de l'hydrogène, qui est un gaz qui, dans certaines conditions, peut atteindre un niveau d'inflammabilité et d'explosion. Les alvéoles à chat, donc ces grands tubes en gros métalliques qui accueilleront les colis de déchets, sont encore en cours de la faisabilité de maîtriser l'air, enfin l'atmosphère à l'intérieur de ces alvéoles-là n'a pas encore été apportée par l'ANDRA. De la même façon pour les alvéoles MAVL, donc sont les alvéoles de stockage les plus grands en fait, puisque ça fait 500 mètres de long sur 10 mètres de diamètre. Quand ils sont en cours de fermeture, au moment où il n'y a plus d'air qui passe pour évacuer justement cet hydrogène-là, et puis après leur fermeture, la démonstration de la maîtrise du risque d'explosion n'est pas encore apportée. Par rapport à l'incendie, il y a deux enjeux particuliers sur lesquels l'ANDRA doit encore travailler pendant la phase pilote. Il s'agit des délais d'intervention, parce que comme l'ANDRA l'a rappelé avant, il s'agit de 15 km² de galeries, ce qui est en fait gigantesque. Et puis pour assurer, si un départ de feu se produit quelque part dans l'installation, pour pouvoir assurer que en fait, l'intervention peut accéder à cet endroit et éteindre le départ de feu, en fait c'est pas évident du tout et actuellement il y a des éléments encore supplémentaires qui sont attendus pour prouver que ça pourrait être le cas. Par rapport au compartimentage aussi, donc il s'agit là de l'enjeu de en fait, maîtriser la propagation des fumées en cas d'incendie, notamment dans la descendrie, donc ce tube qui servira à descendre les colis de déchets et qui fera plusieurs kilomètres de long, en fait, définir des dispositifs de compartimentage, c'est quelque chose qui est pas facile et sur lequel l'ANDRA doit encore travailler. Par rapport aux colis de déchets bitumés, alors ce sont des colis qui sont un petit peu particuliers, ce sont des colis MAVL, qui en fait leur composition chimique permet pas d'exclure enfin c'est pas comme des verres qui sont inertes. Ils peuvent, dans certaines conditions, se mettre à dégager de la chaleur avec certaines réactions chimiques et potentiellement conduire à un emballement de réactions qui pourrait en fait conduire en gros à un incendie, pour faire court. Et il y a certains scénarios que l'ANDRA a présentés sur lesquels l'expertise n'est pas convaincue qu'un emballement de ces réactions exothermiques pourrait être propagé aux colis voisins. Donc en gros, l'enjeu, c'est d'éviter l'incendie généralisé d'un alvéole entier de stockage de ces déchets-là, en fait. Et donc l'ANDRA doit aussi travailler dessus. Les ateliers de dialogue technique qui ont eu lieu en parallèle ont concerné, en dehors de ces thèmes-là de ce groupement de thématiques, le thème de l'évaluation d'impact à l'homme et à l'environnement, et puis les colis de déchets, les caractéristiques des colis. Et je passe au dernier volet de l'expertise, qui est la démonstration de sûreté après fermeture. Alors là, on change complètement de domaine temporel. On rentre dans quasiment l'infini. Au moment de la fermeture, l'homme n'aura plus accès, par définition, à ce stockage-là. Et donc, il va s'agir de vérifier que toute la conception permet bien que, de manière passive, l'installation ne génère pas d'impact inacceptable sur l'homme et l'environnement. Et donc, ça repose sur les caractéristiques intrinsèques en fait, de l'installation. Et on n'a pas d'autres moyens, personne n'a des moyens d'accéder à cette démonstration, à part en faisant des modélisations, sur plusieurs centaines, plusieurs millions d'années même. Par rapport à cette thématique-là, le système de stockage a été jugé robuste par l'expertise vis-à-vis des risques et des incertitudes. Je ne vais pas tout détailler, mais au global, on appelle ça la capacité de confinement, donc à retenir les radionucléides jusqu'à temps qu'ils ne soient plus trop radioactifs. Cette capacité de confinement a été jugée bonne. Les impacts ont été jugés sanitaires, chimiques très faibles. Et puis il a été jugé aussi que le stockage permettrait de stocker un certain nombre le stockage de l'inventaire de réserve dont l'ANDRA parlait, donc notamment les combustibles usés. Il n'y avait pas de point rédhibitoire à ça. Il y a certains aspects qui sont aussi des compléments de justification qui sont attendus. Concernant les ouvrages de scellement dont j'ai parlé avant, la conséquence
du fait que le pendant un petit peu de la conception des scellements, c'est qu'il y a des justifications attendues sur le nombre des scellements retenus, donc à quel endroit exactement l'Andra va concevoir et va mettre en place ces scellements-là dans l'installation, et puis sur la justification de leur performance aussi. L'expertise n'a pas pu conclure sur le fait que l'architecture était optimisée en lien avec le fait qu'il n'y a pas eu de comparaison de différentes architectures qui ont été présentées. Donc, par exemple, où seront placés les quartiers de stockage, il y a eu une option de référence qui a été présentée, c'est tout. Néanmoins, ces deux points-là n'ont pas été jugés rédhibitoires dans la mesure où l'expertise a jugé robuste la capacité de confinement du système, quelque part, même s'il s'avérait que l'architecture n'était pas optimisée. Et puis un dernier point de complément important qui concerne l'adaptabilité sur les combustibles usés. Le niveau de démonstration attendu pour les combustibles usés n'était pas aussi affiné que pour l'inventaire de référence. Il y a un point qui nécessite des efforts importants de démonstration qui est en lien avec la criticité. Donc, vous savez sans doute que les combustibles usés contiennent encore de la matière fissile, donc susceptible de générer des neutrons qui pourraient éventuellement amener des réactions en chaîne, comme les réactions qui ont lieu dans les réacteurs, par exemple. Cette matière fissile-là, elle va bouger au fil du temps et on ne sait pas encore comment, et c'est difficile d'exclure complètement qu'elle pourrait se regrouper et amener un risque de criticité. Et donc il y a des efforts qui sont attendus de la part de l'Andra pour la démonstration de la maîtrise de ce risque-là. Je vais repasser la parole à Elisabeth. Merci Camille. Donc, maintenant, je vais plus précisément détailler le contenu de l'avis de la SNR. Donc, tout d'abord, au niveau de la structure de cet avis, il a été fait le choix de le décomposer en deux parties, une partie principale et des annexes. Donc cet avis que vous pouvez trouver sur Internet fait 22 pages, donc c'est assez long, et donc on a vraiment voulu résumer dans les toutes premières pages des éléments sur la qualité technique du dossier, les éléments qui étaient attendus avant l'enquête publique, étant donné que c'est une échéance plutôt courte, et aussi des éléments sur le développement du projet et des orientations pour l'encadrement réglementaire. Ensuite, dans l'annexe, il y a plus détaillé les conclusions techniques qui sont issues de l'instruction. Donc, vous avez eu des éléments juste tout à l'heure par ma collègue. Et donc, c'est décomposé en trois parties sur les trois groupements thématiques. Donc, pour rappel, les données de base, la sûreté en exploitation et la sûreté à long terme. Il y a également eu des thèmes transverses qui ont été abordés parce que ça concerne toute la vie du projet. Donc sur les thèmes transverses majeurs, donc il y a la réversibilité et la phase industrielle pilote qui démarrera le projet. Donc au niveau des conclusions, il y a des éléments sur le dossier en lui-même qui a été soumis à la SNR. Donc il y a un socle de connaissances qui est suffisant sur les données de base. Donc vous pourrez voir que ça reprend également et que c'est cohérent avec les conclusions de l'expertise qui ont été présentées. Donc sur la démonstration de sûreté, le socle de connaissances est suffisant et la démonstration est satisfaisante au stade d'une demande d'autorisation de création. Effectivement, c'est normal qu'il y ait des compléments qui soient attendus, étant donné que la vie du projet est assez longue et que là, ce n'est qu'une première étape et qu'il y a encore des éléments qui seront à mener par l'Andra. Et donc, il y aura différentes étapes durant lesquelles l'Andra s'est engagée à apporter ces éléments pour compléter justement le dossier. Ensuite, sur le contenu de la version préliminaire du rapport de sûreté, il y a un niveau de détail permettant d'avoir la raisonnable assurance que la démonstration de sûreté nucléaire sera confirmée au moment de la remise de la version du rapport de sûreté. Ça, c'est pour dire que pour l'instant, c'est une version préliminaire du rapport de sûreté. Comme ça a été présenté tout à l'heure, c'est au moment de la mise en service qu'il y aura vraiment la version définitive de ce rapport de sûreté. Et donc à ce stade, pour l'instant, c'est vraiment des éléments qui ont un niveau de détail suffisant. Donc, le niveau de maturité d'ensemble est conforme aux attendus. Et on s'est également prononcé sur l'inventaire de référence, donc qui est bien une base robuste pour définir l'inventaire des déchets qui seront autorisés à être stockés dans CIGEO. Toujours sur ce dossier, donc sur l'inventaire de référence, les informations étaient suffisantes. Et sur l'inventaire de réserve également, donc il y aura des études d'adaptabilité de CIGEO pour les scénarios industriels prospectifs retenus. Donc, étant donné qu'au moment de la remise du dossier et maintenant, il y a
une perspective de prolongation de l'exploitation des réacteurs de 50 à 60 ans et la création de nouveaux EPR2. Donc ça, pour l'instant, ce n'est pas remis en cause, ce qui nous a été fourni. Ensuite, sur les spécifications préliminaires d'acceptation des colis, donc c'est cohérent avec la démonstration de sûreté. Et donc, comme je l'ai évoqué, il y a des compléments qui seront nécessaires, mais ce ne sont pas des points rédhibitoires, selon la SNR, à la délivrance d'un décret d'autorisation de création. Et donc, justement, la phase industrielle pilote va permettre d'apporter certains éléments. Sur la mémoire, étant donné que c'est un projet à très long terme, le travail de préfiguration est satisfaisant à ce stade, donc c'est un travail également qui sera poursuivi dans le futur. Sur les éléments à apporter préalablement à l'enquête publique, donc dans l'avis, ici je ne l'ai pas rappelé, mais il y a vraiment tous les éléments sur lesquels l'ANDRA s'est engagé. Ce sont des éléments qui répondent aux attentes qui ont été soulevées lors de l'instruction technique qui a duré depuis le mois 2023. Et donc ces compléments ont été transmis avant la fin du mois dernier. Et il y avait déjà eu des échanges donc pendant l'instruction. C'est un peu parfois de la formalisation qui a été attendue. Donc ce qui est important à retenir, c'est que donc on a indiqué à la MSNR, donc c'est la mission sur la sûreté nucléaire et de la radioprotection, donc au ministère, qu'il n'y avait pas d'objection à la mise à l'enquête publique du dossier mis à jour. Donc ça, c'est aussi important à retenir, étant donné que l'enquête publique commencera le 18 mai. La SNR trouve que justement ces éléments qui ont été cités dans l'avis, pour nous, il n'y a pas d'objection. Donc, ensuite, concernant le développement du projet et les orientations pour l'encadrement réglementaire associé jusqu'à la mise en service limitée à la phase industrielle pilote, donc ça, c'est sur les dizaines d'années à venir. Et donc, il y a plusieurs éléments du dossier qui devront être complétés. Donc, certains éléments ont été cités par Camille. Là, ça fait une longue liste. Vous pourrez lire les slides et aussi lire l'avis si jamais vous souhaitez avoir des éléments de détail. Mais il y a vraiment des éléments divers et variés. Donc, sur le programme de travaux, sur des justifications de classification des scénarios donc, qui ont été présentés par l'ANDRA tout à l'heure. Sur la démonstration vis-à-vis du stockage en l'état des déchets bitumés. Donc justement, ce sont ces déchets-là qui ont des propriétés avec potentiellement des risques d'inflammabilité. La démonstration de sûreté vis-à-vis de la maîtrise du risque d'explosion au cours des opérations de fermeture et après fermeture des alvéoles MAVL. Donc il y a aussi sur les risques explosion. Et ces aspects devront aussi être complétés par rapport à la corrosion des matériaux métalliques des alvéoles de stockage sur des situations qui ont été présentées. Donc vraiment, c'est des éléments qui ont été mis en avant pendant l'instruction, qui ont été mis en avant aussi par l'expertise technique. Et donc on a tenu à le rappeler dans cet avis pour pouvoir éclairer au maximum les parties prenantes et le public. Donc sur la conclusion générale, donc c'est que sur le calendrier de développement, donc, qui a été présenté tout à l'heure, pour l'instant, il est réaliste. Donc certains compléments pourront faire l'objet de prescriptions techniques ou de points d'arrêt. Donc peut-être ça, je vais m'étendre un tout petit peu sur le sujet, mais donc on rend un avis. Ensuite, il y aura un projet de décret. Mais côté ASNR, on peut également donc, faire des décisions avec des prescriptions techniques. Donc c'est pour renforcer et demander des choses à l'ANDRA. Et donc il y aura des échéances potentiellement liées aux jalons du projet qui ont été présentés. Ces jalons du projet ont été présentés dans le calendrier par l'ANDRA. Ils ont également été rappelés dans l'avis de l'ASNR. Et donc ces prescriptions et ces demandes seront publiques et pourront renforcer justement ces demandes de compléments. Parce que dans l'avis, pour l'instant, on expose les compléments qui pourraient être attendus et ces prescriptions techniques permettront de les graver un peu plus dans un texte. Donc ensuite, sur la mise à jour de la version préliminaire du rapport de sûreté, donc ça c'est... Ce rapport de sûreté, dans sa version préliminaire, peut encore être complété avant sa version définitive. Et on a voulu cranter une échéance, donc au plus tard 10 ans après la délivrance du décret d'autorisation de création, le cas échéant. Ensuite, la délivrance de l'autorisation de mise en service limitée à la phase industrielle pilote sera conditionnée au caractère satisfaisant des compléments attendus avant cette échéance. Il faut savoir que même si le décret d'autorisation de création est délivré, pour pouvoir procéder aux étapes d'après, il y aura des étapes d'instruction et donc une autorisation de mise en service partielle limitée à la phase industrielle pilote dans un premier temps. Et ensuite, donc il y a des échéances réglementaires. Je vais vous montrer juste après une frise qui permettra peut-être de se projeter un peu plus. Mais donc il y aura encore une étape de mise en service complète de l'installation, donc le cas échéant.
Et ce qui est important aussi, qu'on voulait souligner, c'est que l'ASNR va maintenir ses actions de dialogue tout au long du projet. Donc là, évidemment, vous allez pouvoir poser vos questions. Et ensuite, l'expertise, côté décision, on est toujours là pour répondre aux questions. Et on a des avis, ces prescriptions techniques, des éléments sur notre site internet qui permettront justement d'être un appui pour vous. Et donc au niveau de cette frise, pour se représenter un peu, donc c'est un projet qui est à assez long terme, comme vous pouvez le voir, ça va jusqu'à au moins 2055, et encore je n'ai pas rajouté les millions d'années pendant lesquelles ces déchets sont encore avec une activité. Et donc là, détaillé en bas, il y a différentes étapes, donc il y a les terrassements, il y a des premiers creusements, le commencement des liaisons surface-fond, donc en fait ça va être par exemple les descendries ou les puits. La construction des bâtiments nucléaires de surface, creusement des premières alvéoles, creusement des premiers alvéoles MAVL et HA. Et donc, tout au long de ces différentes étapes, donc ces jalons, il y aura également potentiellement des instructions. Et donc, ces compléments qui ont été évoqués dans l'avis, qui seront peut-être évoqués dans des documents plus tard, pourront être précisés. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je veux savoir s'il y a au sein de l'assistance des questions. Ah oui, une question, Chantal. Si j'ai bien compris, on garde des colis qui sont bitumés ou bistumés, comment on dit bitumés, qui sont bitumés et dont on sait qu'éventuellement ils peuvent provoquer un incendie. Donc je ne comprends pas bien l'intérêt de les garder. Alors pourquoi est-ce qu'on les bitume? Quel est l'avantage de le faire? Et que pourrait-on faire pour que justement on les récupère, qu'on les change pour quelque chose d'autre qui nous permet d'éviter le risque d'incendie qui apparemment est redondant là. Alors, je vais commencer une réponse avec mes mots de non-spécialiste. Donc, les déchets bitumés existent, sont actuellement entreposés dans diverses installations en surface, notamment à Marcoule et à Lagues. L'avantage de la matrice bitumineuse, c'est qu'elle permet d'enrober en fait, les composés qui sont réactifs. Donc ça a des avantages, c'est quand même pour ça que ça a été utilisé pendant longtemps, que c'est encore utilisé aujourd'hui. Effectivement, il y a un risque d'inflammation de ces colis-là. Néanmoins, c'est pas, le retour d'expérience d'entreposage est quand même globalement assez favorable. C'est dans des cas extrêmes, hein, c'est-à-dire de postuler qu'il y a des réactions thermiques qui conduisent d'abord à une inflammation. C'est un scénario extrême, c'est pas un scénario qui est quotidien, qui arrive régulièrement en surface. Ce que j'ai pas dit dans la présentation, c'est que l'ANDRA conçoit actuellement des alvéoles de manière à faciliter l'accès, déjà la surveillance de la température de ces colis-là, et puis la facilité de pouvoir accéder à ces colis pour éventuellement, s'il y a une montée en température, pouvoir venir retirer les colis et les isoler du reste des autres colis. C'est un point qui est important aussi. Et il y a un dernier aspect qui, en fait, ce qui était dans la présentation, c'était le stockage en l'état des déchets bitumés. Et il y a actuellement une alternative qui est étudiée par l'ANDRA, qui est de retraiter les colis de déchets bitumés en surface, afin effectivement de rendre la matrice plus inerte, moins sensible au risque d'incendie, avant de les stocker dans CIGEO. D'autres questions? Oui, le problème des déchets bitumés, c'est pas innocent. Moi, j'ai œuvré sur Marcoule et il y a 60 000 fûts. Donc, ça représente un inventaire non négligeable par rapport à... Donc, il faut résoudre ce problème. Oui, moi, je voudrais savoir si vous avez intégré dans vos calculs et dans les prévisions de différents scénarios, les incertitudes quantitatives et qualitatives des ressources utiles au maintien de la baisse des températures et autres, type sable et eau par exemple, sachant ce qui se passe actuellement au niveau de la Terre et de cette règle de difficulté de trouver du sable, tout simplement. Donc est-ce que ça, on imagine dans 5 ans, 10 ans, 10 000 ans, qu'est-ce qui va rester? Comment faire? Enfin voilà, moi c'était une question, si vous avez pensé au manque de ressources et à la rupture de ces ressources qui seront utiles au maintien du futur. Ouais. On me passe la parole parce que c'est pas forcément quelque chose qui a été expertisé dans le cadre du dossier. C'est forcément quelque chose que l'ANDRA doit regarder. Après, c'était pas forcément quelque chose qui a été présenté dans le cadre de la démonstration de sûreté. Mais forcément,
l'utilisation de toutes les ressources doit être regardée dans le cadre de la bonne conduite du projet. Donc après, il y a des analyses de risques qui sont menées et avec des plans d'action de maîtrise des risques associés. Mais là, sur le sujet du sable en particulier, je ne sais pas répondre sur ce qui est mis en place. Non, on n'a pas de question, mais ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il y a eu une communication très importante, c'était signalé ici, et des échanges avec les parties prenantes, et en particulier, donc, la CLI a été très associée. Donc on souhaitait, la CLI et la CLIS de Bure, on souhaitait avoir une présentation de leur point de vue. Merci beaucoup à toutes les deux. C'est très compliqué. Oui, donc dans la continuité, Jean-Louis vient de vous dire que les CLI ont été aussi partie prenante au niveau justement de cette DAC, mais l'ANCLI aussi. Donc vous avez ici Yveline Druez qui représente l'ANCLI. Je vous rappelle, c'est l'Association nationale des CLI de France. Elle va vous indiquer de quelle manière l'ANCLI a été sollicité dans le cadre justement de ce dialogue technique. La contribution au dossier, bien entendu. Moi, j'avais participé à la première partie en 2016, quelque chose comme ça. Et elle prend bien le relais. Et ensuite, les principaux points saillants de l'avis de l'ANCLI, parce que l'ANCLI a émis, bien entendu, certaines réserves, a émis certaines choses. Donc, c'est Evelyne qui va vous en parler. Et sachez que les membres de l'ANCLI ont participé à cette DAC aussi. Très bien, merci Maïté. Alors, effectivement, l'ANCLI, eh bien, c'est la société civile. Et donc, l'ANCLI, elle voit aussi son avènement par rapport à la loi précitée. Et du coup, très vite, vous voyez, elle publie un livre blanc sur la gouvernance des matières et des déchets radioactifs dès 2005. Pardon. Ensuite, dès 2012, elle fait partie, elle aide au lancement avec l'IRSN et le CLIS de Bure, ici présent, des dialogues techniques qui vont être vraiment super importants. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils favorisent la montée en compétences et en compréhension sur les enjeux liés au projet du stockage profond, surtout pour des novices. Il y a un certain nombre de personnes qui sont là dans les CLI, qui ne sont pas des spécialistes. Et tous ces dialogues techniques ont vraiment été très importants pour nous. Et ils se sont renforcés, ces dialogues techniques, autour de la DAC, avec la SNR et le CLIS de Bure. Et évidemment, on a besoin de spécialistes pour décrypter les milliers de pages de la DAC de CIGEO. Donc, l'ANCLI a émis des avis et des contributions sur les critères de réussite et les points de vigilance de la FIPIL lors des débats publics du PNGMDR. Tout le monde sait ce que c'est que ce gros mot de ce sigle que j'ai mis un temps fou à pouvoir prononcer. Sur les revues de réversibilité, on en parlera tout à l'heure, au sein de la commission d'orientation du PNGMDR, sur l'avis de la SNR sur la DAC CIGEO, c'est important, sur l'avis de la SNR sur la DAC, et au sein du GT CIGEO du Haut Comité pour la transparence. Voilà, donc vous voyez, on a essayé d'intervenir à un certain nombre de phases. Ensuite, là, eh bien, par rapport à la DAC, pour passer en enquête publique, effectivement, on a eu l'analyse du projet d'avis de la SNSR sur la maturité du dossier à examiner. Et alors, on a toujours revendiqué le fait que le délai de consultation était insuffisant. Voilà, pour permettre une participation éclairée de la société civile sur un tel projet. Ensuite, j'ai vu on a longtemps déploré que l'avis de la CNE2 serait peut-être postérieur au départ de l'enquête publique, mais en fait, j'ai vu là qu'elle a été publiée, donc, mais il nous manque celle de l'OPEX. Voilà. Donc, il y en a encore une qui n'est pas là. Donc, voilà, vous remplacez par OPEX. Voilà. Sur la portée de l'avis, je vous le disais tout à l'heure, c'est bien sur le projet d'avis de la SNR et non sur la demande d'autorisation elle-même. On n'est pas des spécialistes à ce point.
Et donc, on voit bien que ce projet, il s'inscrit dans un processus qui est engagé depuis plusieurs années, qui est marqué par une construction progressive de connaissances, de débats publics, d'expertise partagée. Et l'avis de la SNR, ça constituera la référence technique essentielle pour la décision gouvernementale et pour éclairer le public lors de l'enquête. C'est la raison pour laquelle on a essayé d'être un peu poil à gratter avec l'avis de la SNR. Alors, est-ce que c'est judicieux? Je ne sais pas, on verra. Notamment, on a beaucoup titillé la SNR sur leur premier projet d'avis où ils avaient mis que c'était globalement satisfaisant à ce stade, la démonstration de sûreté, les éléments de la démonstration de sûreté, voilà. Et moi, je leur avais dit, écoutez, moi, si je vais chez le Toubib et qu'il me dit, écoutez, Madame Druez, votre santé est globalement satisfaisante, je me disais que ça attendait autre chose. Et que par conséquent, voilà, on a eu gain de cause. Hein. La SNR a modifié, vous l'avez vu tout à l'heure. Hein. Ils ont dit, voilà, c'est satisfaisant, etc. Voilà. Parce que le globalement satisfaisant nous paraissait un peu curieux. Le délai de 10 ans, donc l'Anccli estime que le délai de 10 ans pour la mise à jour du rapport de sûreté est beaucoup trop long pour certains points structurants qui ne demandent pas forcément de réponse attendue lors de la phase pilote. Sur la notion d'engagement, alors, c'est vrai que là, pour l'Anccli, on considère que les points sensibles devraient faire l'objet de prescriptions formelles. Parce qu'à un moment donné, l'engagement, c'est un peu léger, un engagement. Enfin, c'est un engagement, mais ça n'engage que celui qui s'engage. Enfin, voilà. Donc, on estime que les engagements avant l'enquête publique, ils ne peuvent pas être portés. J'ai vu tout à l'heure que vous avez dit que ça y est, quoi, les engagements sont tous actés. Camille ? On verra ça tout à l'heure. On en reparlera. Et nous, on estime que les avis à venir de la SNR sur certains de ces engagements seront nécessaires au public lors de l'enquête et qui peuvent en aucun cas être portés. Voilà. Et on y reviendra un peu plus tard. Alors, les points essentiels en attente, je ne vais pas insister, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, hein, caractérisation géologique, maîtrise des risques, phase industrielle pilote, qui doit permettre de préciser des objectifs, des critères de réussite qui sont à conforter largement, la démonstration de sûreté à long terme, vous en avez parlé, hein, l'absence du risque de criticité en après-fermeture, ce n'est pas encore gagné. Hein. Donc, pour les recommandations clés de l'Anccli, on pense que l'ASNR devrait accompagner son avis d'une note de décryptage pour le grand public et un calendrier des engagements avec leur état de réalisation. Où est-ce qu'on en est des engagements? Voilà. L'Anccli demande que l'ensemble des engagements postérieurs au décret d'autorisation soient repris dans des prescriptions formelles de l'ASNR. Voilà. Et puis alors, sur l'inventaire autorisé, on pense qu'il ne peut être qu'un inventaire dont la démonstration de sûreté est complète et robuste. Donc, les déchets bituminés, je ne suis pas sûre que, pour l'instant, voilà, on considère qu'ils soient légitimes. Alors, la phase qui doit tout conforter et tout démontrer, la fameuse FIPIL, quelques exemples de questionnement de l'Anccli, les colis, les essais colis, et opérations de stockage, des tests à conforter, 10 jours pour les colis MAVL, 50 jours pour les colis achats. On demande de confirmer ces estimations par des essais concrets et d'établir le délai maximal des opérations de mise en stockage compatible avec la sûreté des installations d'entreposage existantes, parce qu'en fait, quid d'une panne, de quelque chose qui ferait qu'on serait au-delà de ces délais. Qu'est-ce que ça aurait pour conséquence? Voilà, on pose ce type de questions. En ce qui concerne encore les colis, on conteste la décision de l'ANDRA de ne pas tester tous les types de colis achats existants pendant la phase pilote, malgré leurs différences. C'est-à-dire qu'il y a des colis, évidemment tout le temps qui ne sont pas actifs, on a des colis de différentes tailles. Et l'ANDRA, a priori, mais ils nous le diront, a décidé de ne tester qu'un type de colis. Donc on se demande un peu pourquoi.
Contrôle qualité, lutte contre les fraudes, mais adaptabilité sur le long terme, compte tenu de la durée de vie du stockage. Comment l'ANDRA appréhende-t-elle l'adaptabilité des lignes de réception et de conditionnement, ainsi que des alvéoles de stockage, achat ou MAVL, dans la perspective de nouvelles formes de contenants et peut-être même de contenu, parce que sur un aussi long terme, on peut le penser. Sur les alvéoles de stockage, alors, on avait il y a le creusement des alvéoles, bien sûr, vous voyez, qui doit être clairement éprouvé avant le déploiement à grande échelle. Mais ce qui nous interroge, c'est ce démonstrateur achat qui est sous-dimensionné. On ne comprend pas pourquoi on a fait le choix, enfin l'ANDRA a fait le choix de tester des alvéoles pour les déchets achats de 80 mètres de long pendant la FIPIL et pas à l'échelle 1 à 150 mètres de long comme... voilà. Alors, est-ce que la FIPIL est vraiment représentative si on n'essaie pas les vraies choses? Voilà. Sur la corrosion des aciers, vous en avez parlé par rapport à la présence du matériau cimentaire. Les revues de réversibilité. Alors, là, je vais vous parler un peu d'un premier point de vue de l'ANCLI sur les revues de réversibilité qui a été construit au sein d'un groupe de travail que l'ANCLI a mis en place ces derniers temps. La réversibilité, elle s'effectue, elle est composée elle est mise en œuvre par la progressivité de la construction, par l'adaptabilité de la conception, par la flexibilité de l'exploitation, et puis aussi par le fait qu'on puisse récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une durée longue. Donc, la réversibilité, elle est clairement inscrite dans la loi et on pense que les revues de réversibilité doivent permettre d'évaluer régulièrement la démonstration de la réversibilité, d'appuyer la décision parlementaire, de garantir une implication active du public et des parties prenantes locales et nationales. Et là, ça a trait à la gouvernance, clairement, pendant cette période. Et donc des revues à prévoir lors de chaque grande phase d'avancement du projet CIGEO, la construction, les colis froids, la mise en service partielle, les colis chauds, et surtout, bien sûr, avant le vote de la loi. Et il y aura donc une revue fondamentale qui sera la dernière avant le vote, le passage à l'Assemblée nationale. Donc on pense que cette revue devra fournir un bilan exhaustif des opérations réalisées depuis la mise en service industriel, une évaluation détaillée de l'état de l'adaptabilité, de la flexibilité, de la récupérabilité du stockage en conditions réelles, une analyse des écarts constatés et de leur impact sur la réversibilité, une identification des points devenus irréversibles et par contre de ceux qui restent ouverts, une appréciation globale du degré de réversibilité atteint après la phase industrielle pilote et une évaluation de la réversibilité au cours des années à venir. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui par rapport à l'ANCLI. Merci beaucoup, Yveline. Je pense que l'ANCLI a à peu près tout cerné les points à surtout vérifier, revoir ou porter des explications un petit peu plus complémentaires. D'ailleurs, c'était déjà les premières choses qu'on avait posées dans la première partie en 2012 ou 2013. Et je vois que les réponses ne sont pas encore toutes données. Ça pose toujours les mêmes questions. Je n'ai pas fait partie de la deuxième, mais de la première, oui. Et je me souviens très bien de ce questionnement. D'ailleurs, la population, c'était ce qu'ils demandaient déjà d'entrée. Et pour l'instant, il faut attendre. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un... Oui, je te passerai le micro après. Est-ce que quelqu'un a des... Voilà, avant toi, Jean-Louis, s'il te plaît. Oui, merci. Bonsoir, Michel Morin. Je suis donc CLI Cadarache. Une réflexion et par conséquent une question qui peut-être trouveront leur place davantage ou de manière plus efficace en fin d'exposé, en fin de réunion. Je suis un peu étonné de ne pas du tout entendre de l'autorité environnementale, que ce soit dans
MRAE ou autre, peu importe. Et je me pose la question de savoir si en définitive l'ASNR, dans le cas qui nous intéresse et dans ce dont nous avons parlé les uns et les autres jusqu'à présent, ne joue pas en quelque sorte un rôle d'autorité environnementale de manière à compléter, éventuellement critiquer, apporter des demandes. Bref, chacun des intervenants a suivi. Alors peut-être que tout à fait en fin d'amphi, d'exposé, d'échange, cela apparaîtra-t-il plus clairement. J'ai été voir notre ami de la SNR avant de lancer cette affaire, mais voilà ce qui me vient à l'esprit après vous avoir entendu et en profitant pour remercier les infos apportées et la clarification des compréhensions. Merci. Bonjour. Comment dirais-je ? Je suis le public, je n'appartiens pas de... et j'ai travaillé dans le spatial, donc on s'est posé des questions un petit peu sur la sûreté aussi, sur ce genre de problèmes, de problématiques. Et on s'appuie énormément sur du benchmarking, c'est-à-dire on exploite un peu dans le monde entier quels sont les incidents, les accidents, les problèmes et les problématiques qui se posent. Et j'ai pas vu ça ici, je vois du franco-français, ça me choque un peu. Je ne sais pas, je ne veux pas répondre à la place des spécialistes, mais je pense que de toute façon c'est un projet unique, CIGEO, je ne dis pas de bêtises, messieurs, dames de la SNR. Il y a comme benchmarking, vous pouvez aussi utiliser les stockages longue durée de matériaux chimiques qui ont lieu, je ne sais pas, il y a eu un incident en Allemagne, par exemple, dans une mine, et d'autres choses, voilà. Je pense qu'il y a des réponses. Bonjour, merci pour vos questions. Édouard Mérat de l'Andra, je travaille avec Elsa, moi au service dialogue et prospective. Pour ce qui est de l'autorité environnementale, monsieur, elle a émis un avis en décembre dernier, qu'on est passé un peu vite sur les slides, mais si vous demandez les slides, je suis sûr qu'ils seront ravis de vous les donner et vous retrouvez cet avis sans problème et il est extrêmement positif. Je crois que la citation, c'est « a rarement vu un dossier de cette qualité ». Pour vous répondre. Pour ce qui est des exemples internationaux et des autres, c'est un projet unique dans sa dimension, mais il y a d'autres pays qui ont choisi de faire exactement le même type de stockage en Finlande, en Suède et en Suisse. On pourra convenir que ce n'est pas les pays les plus dingues en matière de sûreté et de contrôle de l'environnement. Ils sont un peu plus avancés que nous pour ce qui est de la Suède et de la Finlande. Toutes les infos existent sur leur site en anglais malheureusement, mais il y a pas mal de choses sur le site de l'Andra qui peuvent vous expliquer un peu plus en détail leur projet, les quelques différences qu'il y a, parce que c'est pas les mêmes roches notamment. Et que ce soit notre projet ou celui des Suédois ou des Finlandais, il est basé sur des prescriptions qui viennent directement de l'AIEA à Vienne, donc émanation de l'ONU. Donc il y a des experts internationaux qui ont revu tous les choix qu'on a fait en plus des revues de la SNR. Réagir. Alors là, je joue la société civile aussi, à savoir que le projet de Finlande est quand même extrêmement différent et ce qui fonde toute la différence, c'est la notion de réversibilité qu'on a en France et qu'ils n'ont absolument pas en Finlande. La roche n'est pas la même, ils mettent tout ça, parce que je suis allée voir, dans du cuivre, etc. Donc je trouve qu'il n'y a pas véritablement de similarité, en dehors du fait qu'on mette assez loin en dessous. Mais il y a vraiment énormément de différences. Mais le plus fondamental, c'est la loi française qui oblige à la réversibilité. Ça, c'est nulle part ailleurs dans le monde. Donc, voilà. Enfin, je crois pas. Je te dis pas. Oui, merci. Ça me fait plaisir d'entendre parler d'Olcalo, parce que je trouve que le nom est rarement évoqué. À ce que vous venez de dire, on pourrait tout à fait aussi ajouter que contrairement à ce qu'on fait avec Bure, qui est au fin fond du milieu de nowhere, le site d'Olcalo, le site de stockage de déchets, est lui à toute proximité d'une installation nucléaire. C'est quand même en termes de gestion de l'opinion publique et de relation avec le public, à mes yeux, extrêmement différent. Moi j'ai une question aussi. Je vous ai senti très inquiète vis-à-vis des engagements. Alors j'ai entendu la SNR qui a dit aussi qu'il y aura des prescriptions. Donc ma question, c'est clair où il y aura des prescriptions techniques qui vont jalonner le décret, qui seront annexées au décret, et ces prescriptions techniques seront-elles, est-ce qu'on peut le dire, est-ce qu'elles seront-elles présentées aux parties prenantes, comme on dit? Vous l'avez dit, mais comme la clé est...
est inquiète et maîtrise mieux le sujet que moi. Voilà, non mais est-ce qu'on a un baromètre aujourd'hui qui nous permette de dire, voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça. Il reste ça. Et puis, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, au moment de l'enquête publique? Et qu'est-ce qu'il y aura dans le décret qui préparera les années à venir? Bonjour, oui, alors sur les prescriptions techniques, en fait, comme c'est quelque chose, c'est un travail qui est encore en cours, c'est pas quelque chose qu'on peut présenter là à l'heure actuelle, comme c'est quelque chose qui va sortir juste après le décret, donc pour l'instant, non, on n'a pas cette liste de prescriptions techniques. Vous pouvez... Enfin, il y a certains éléments qu'on a déjà fait ressortir dans notre avis, mais justement, tant qu'il n'y a pas ces prescriptions techniques, je ne peux pas vous les donner. Sur le contenu des engagements, donc ça, je pense que je pourrais laisser Landra répondre, mais il y a déjà dans les pièces, enfin, il y a déjà un travail qui a été fait sur toutes ces réponses aux engagements pour savoir à quel moment on en est. Ensuite, c'est un travail qui est actuellement en cours pour faire un état des lieux justement sur tous les engagements qui ont été pris avant ce dépôt de dossier, justement pour savoir si jamais c'était bien soldé. Donc nous en interne on est en train de travailler sur le sujet là, donc on communiquera sur ce sujet dès qu'on pourra avoir des informations définitives, mais dans l'ensemble les engagements ont été donc des éléments ont été apportés je préfère réfléchir à ce que je vais dire sur les engagements qui ont été pris et qui pourront ou pas faire l'objet de prescriptions techniques. Dans tous les cas, ce sont des éléments qui pourront être regardés par l'ASNR et qui pourront faire l'objet d'instruction. Et tout à l'heure, vous avez aussi mentionné qu'il y a des éléments où, avant les 10 ans, il faudra peut-être avoir des réponses. Donc en fait, en fonction des engagements, l'ANDRA s'est engagé à certaines échéances. Donc c'est pas forcément que à 10 ans après le dépôt, après le décret. Donc justement, sur ces différentes échéances d'engagement, je pense que peut-être l'ANDRA voudra compléter ma réponse. Mais côté ASNR, on regardera dans tous les cas ces points de détail. L'idée, c'était, une fois que le décret est pris, est-ce que tout ce qui n'a pas été tenu comme engagement se transforme en prescription? Peut-être un élément de réponse complémentaire, c'est qu'en fait, dans la gestion pour l'ANDRA et dans la relation ANDRA-ASN, que ce soit des engagements, des demandes ou des prescriptions, ils sont suivis au même titre, c'est-à-dire ils ont autant de poids pour nous, dans le sens que les engagements... on s'est engagé à le faire vis-à-vis de l'autorité, donc on le fera. Donc, comme ça vient d'être dit, ça peut être instruit. Il y a des engagements de fournir des documents vis-à-vis de précision de démonstration ou de partager certains résultats d'essai. Voilà. Donc, ça, c'est des choses. Vis-à-vis de... Donc, voilà, mon point en synthèse, c'est de dire que vis-à-vis de la manière dont nous, on gère ces engagements, demandes et prescriptions, ça a la même valeur, le même poids, la même importance dans l'effort que l'ANDRA va mettre à respecter ces différents points et dans les éléments à fournir auprès de l'autorité de sûreté. Donc, autant dire directement, nous avons X prescriptions, puisque ça a exactement la même valeur. Après, j'allais juste rajouter, en fait, pour moi, au moment de l'avis qui a été fourni préalablement à l'enquête publique, c'est justement le moment où les points qui sont jugés satisfaisants à ce stade du dossier sont mis en lumière et des éléments qui ont été décrits de points complémentaires à travailler. Donc en fait, de savoir, un peu comme vous avez dit en baromètre, ce qui va et ce qui ne va pas, pour moi, c'est l'avis en fait. L'avis aujourd'hui permet d'avoir cette vision. A priori, des prescriptions seraient un peu opposables, alors que l'engagement, je vous dis, même si vous dites c'est la même chose, enfin... Pour moi, ça ne revêt pas la même force. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi, parce qu'un engagement, c'est bien, mais des prescriptions, il y a des points d'arrêt, il y a des choses comme ça. Est-ce qu'on va aller vers ces notions? C'est exactement la réponse tout à l'heure de mademoiselle qui a parlé de la SNR. Pour la SNR, c'est ce qu'elle a dit. Comme dans toute installation, de toute façon, à partir du moment où il y a une dangerosité particulière par rapport à la SNR, et qu'ils estiment que ce n'est pas suffisant, il y a des points d'arrêt. Et ça existe même sur les INB, sur les installations nucléaires de base, ça a existé pour ITER aussi.
Donc, de toute façon, si on dit que ce sont les responsables de la sûreté, c'est pas pour rien, puisque c'est eux qui vont mettre les points d'arrêt. Et s'il y a un point d'arrêt, de toute façon, point d'arrêt, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Tant qu'ils n'ont pas fait ce qui correspond à ce que demande la SNR au niveau sûreté ou à quelque niveau que ce soit, il y a l'obligation, ils mettent un point d'arrêt, terminé. Ma question, c'est est-ce que la SNR va mettre des prescriptions qui couvrent l'ensemble des points où il y a encore des incertitudes. Est-ce que c'est ça? Non, mais laisse répondre la SNR. Juste pour préciser, après je laisserai répondre ma collègue, mais une prescription, ça peut être de deux types. Ça peut être une exigence qui fixe un attendu technique, d'accord? Donc là, effectivement, les charges à l'exploitant d'atteindre l'attendu technique, soit c'est quelque chose qui, à date, demande un document en disant, voilà, tant que ce truc-là n'est pas arrivé, le jalon ne sera pas passé. Enfin, la prescription, on peut l'imaginer dans plein de... Là, j'ai l'impression que vous l'imaginez un peu comme un document qu'on attend et point à la ligne en fonction de toutes les questions qu'on a encore. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi juste une exigence et l'exploitant doit atteindre cette exigence, point. Et après, tout le système de contrôle de la SNR est là pour s'assurer que cette exigence est effectivement atteinte. Voilà. Donc la forme des prescriptions aujourd'hui, on ne peut pas vous les expliquer, mais elles auront, il y aura des points d'arrêt, il y aura des exigences techniques, il y aura des jalons, il y aura tous ces trucs-là. Mais aujourd'hui, on est un peu en amont et la forme va être un peu complexe. Donc déjà, il faut que la SNR ait connaissance de ce qu'il y a dans le décret. Le décret, je rappelle, c'est le ministre qui l'écrit. On donnera un avis dessus et en fonction de ce qu'il y a dans le décret, on complétera. Aujourd'hui, c'est un peu en amont. On vous a présenté l'état des connaissances, on va dire. Maintenant, je laisse répondre peut-être ma collègue sur le fond. Alors, les prescriptions seront dans une décision de l'ASN et les décisions de l'ASN sont des textes opposables. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif de coercition en cas de non-atteinte des prescriptions. Ça, c'est oui. Et juste en complément, ce qu'on voulait dire, c'est qu'en cas d'une prescription qui fixe une exigence, en fait, c'est la responsabilité première de l'exploitant d'assurer l'atteinte de cette prescription. Et nous, on le contrôlera après. Ça, c'est un des premiers articles du Code de l'environnement. Merci Pierre. Donc la dernière présentation, il s'agit du CLIS de Bure. C'est tout à fait différent de la CLI au niveau de l'appellation. Du CLIS de Bure, je ne me suis pas trompée cette fois, tu vois Benoît. C'est Benoît Jacquet et qui va nous présenter pourquoi sa participation à la DAC, pourquoi ça a été construit, du moins c'est en prévision de construction puisqu'il y a déjà tous les souterrains, mais chez lui, et quelle est la réaction de toutes les populations et un petit peu le ressenti de la société civile. Il y a un laboratoire, il n'y a pas d'installation. Oui, il y a un laboratoire. Oui, alors je voulais... Merci. Voilà, c'est un peu par précaution et puis par provocation, j'avoue. On aurait dû mettre un point d'interrogation ici. Il n'y a pas de décision prise encore concernant le stockage géologique des déchets radioactifs. Et puis encore un truc, si j'avais un feutre blanc, là, moi je rajouterais CLIS, on m'a un peu oublié, là, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu bizarre. Bon, enfin bref, je passe à... Ah non, je voulais aussi, parce qu'il y a eu des questions, il y a eu des réponses qui, à mon sens, n'étaient pas totalement complètes. L'autorité environnementale a été consultée avant la consultation sur le dossier de DAC, elle a été consultée lorsque l'ANDRA a fait sa demande de déclaration d'utilité publique. L'autorité environnementale a rendu un avis sur l'étude d'impact qui avait été produite à ce moment-là. Et je crois qu'elle a été également consultée lors de l'étude du dossier d'option de sûreté, avant 2020. Pardon. Et pour oui, bien sûr, la DAC, ça a déjà été dit, c'est pour ça. Ensuite, en complément aussi de la réponse concernant les exemples étrangers, le site suédois qui a été retenu pour le stockage est également un site nucléaire, avec des installations en tout genre qui font que la population, en effet, n'est pas totalement étrangère à ce qui se passe là. Ils étaient même candidats pour accueillir le stockage. Ce qui n'est pas le cas de la Meuse et de la Haute-Marne, les deux départements dont je vais vous parler ce soir. En revanche, il y a des exemples étrangers qui sont intéressants, et pas qu'étrangers d'ailleurs, pour le stockage souterrain de matières radioactives ou pas radioactives. Vous avez parlé du cas allemand, alors là c'est radioactif, c'est la mine d'Asse, une ancienne mine de sel. Bon, je ne rentre pas dans le détail, ça se passe très mal.
Il y a le cas aussi d'accident à Yucca Mountain aux États-Unis. C'est également un site de stockage des déchets radioactifs. Et puis, et là c'est en France, en Alsace, des matières chimiques dangereuses, c'est Stocamine. Et ça, on en a parlé dans le cadre du dialogue technique. Alors, le CLIS. Donc c'est masculin, c'est un comité, contrairement aux commissions. Et il est un peu particulier puisque les textes qui le régissent sont des lois consacrées à la gestion. Je peux m'asseoir? Ça ne vous dérange pas? Merci. Je retire là. Des textes qui sont consacrés à la gestion des matières et déchets radioactifs. Donc on a la loi de 91, qui est à l'origine en fait de tout, et puis qui prévoit notamment le laboratoire souterrain, et puis celle de 2006, qui n'est pas la même que la vôtre. En 99, il y a eu 2 décrets. Un qui autorisait l'ANDRA à construire le laboratoire, et l'autre qui mettait en place le CLIS. Donc, à partir de là, on a une composition qui ressemble un peu à celle d'une CLI, il faut bien le dire, sauf qu'on est nombreux, 90, et puis, vous voyez, il y a les représentants d'associations environnementales, et parmi eux, les opposants au projet. Donc le CLIS, en tant que tel, ne donne pas d'avis, enfin si, il peut donner des avis, mais il n'a pas de position sur le projet lui-même. En revanche, les membres, oui. Et la mission essentielle du CLIS, c'est de permettre à tout le monde, enfin toutes les personnes intéressées, de donner son avis sur le projet à partir des informations que l'on met à disposition, d'où qu'elles proviennent. Et ça, c'est très important. Et donc, à partir de 2006, le CLIS a adopté un statut associatif. Il est présidé dorénavant comme une CLI par le président du département par un représentant du département de la Meuse. Et ses missions, c'est un peu comme vous, c'est l'information, le suivi, l'information du public sur les recherches menées dans le laboratoire, le suivi des recherches et la concertation, le débat sur le projet de stockage. Les activités en découlent évidemment. Et ce qui est important de voir, c'est les moyens dont dispose le CLIS. Contrairement au CLI, le CLIS est financé à moitié par l'État, l'autre moitié par les producteurs de déchets. Et donc chaque année, c'est voté en loi de finances, l'État attribue au CLIS, bon an mal an, 150 000 €. Et les 3 producteurs de déchets, EDF, Orano, Commissariat à l'énergie atomique, mettent 50 000 en dotation pour le CLIS. Donc on a un budget annuel de 300 000 €. Et ça, c'est une grosse différence avec les CLI, je crois. Mais c'est aussi que le CLIS, il n'existe pas auprès d'une INB, il existe auprès d'un projet. Je pense que c'est ça aussi qui fait une grande différence. Et donc les missions, je ne vais pas m'étendre. Bon, ça c'est le conseil d'administration, on est sous forme associative, hein, donc on marche comme ça, on fait des visites de sites régulièrement. On est venu à Cadarache il y a 2 ans, je crois. On était à Marcoule l'année dernière, il me semble. On ira à La Hague cette année, sans doute. Ouais, n'allez pas croire qu'on ne fait que voyager, hein, c'est pas du tout ça. On y va parce qu'en fait, les membres du CLIS, donc des Meusiens, des Haut-Marnais, le CLIS, il est interdépartemental, ils ne connaissent quasiment rien au nucléaire. Il n'y a pas d'activité nucléaire dans les 2 départements. Et donc, l'idée, c'est aussi d'avoir une sorte de formation des membres pour qu'ils voient un petit peu tout le cycle, finalement, du nucléaire. Hein. Alors, on n'est pas encore allé dans les mines, mais bon, ça pourrait, jusqu'à la gestion du déchet. Donc, les méthodes de communication, on fait comme tout le monde, on utilise tout ce qu'on peut, y compris les réseaux sociaux. Ça marche pas forcément très bien, mais ça, c'est un autre problème. On va pas parler de ça. En revanche, on a un travail en commission qui est très important, comme vous, ici à Cadarache, avec 5 commissions. Alors, il y en a une, c'est la communication, c'est un peu la commission transverse, qui se charge de trouver les moyens d'information et surtout les contenus. Alors, c'est un travail très long, il faut que tout le monde soit d'accord, c'est pas simple. Et puis, elle est alimentée par les autres commissions qui sont plus techniques. Alors, il y en a une qui est un peu en sommeil, elle s'occupait au départ de la localisation éventuelle du stockage. Aujourd'hui, c'est plus précis. Donc, elle s'occupe maintenant plutôt de l'aménagement du territoire. Et puis, on en a une qui est un peu en sommeil aussi, qui traite de la réversibilité et de la récupérabilité. J'en parlerai pas ce soir. En revanche, les 2 suivantes, elles, je vais un peu insister. La 5e, qui est risque lié au stockage souterrain, donc sûreté, d'une manière générale, qui a été très, très active depuis 2023, depuis le dépôt de la DAC par l'ANDRA, qui a participé au dialogue technique, qui a participé à la concertation mise en place par l'ASNR sur son projet d'avis, et donc là, et aussi qui a
demander au CLIS de faire appel à des experts extérieurs, non institutionnels, comme on dit, sur certains points que j'évoquerai par la suite. Donc là, concernant la DAC, je ne vais pas rentrer dans le détail, beaucoup de choses ont été dites. Le CLIS, il a donné un avis sur le projet d'avis de la SNR, et il a donné aussi un avis sur la DAC, au même titre que les collectivités locales qui avaient été consultées par le préfet de la Meuse. Donc en fait, notre avis, il n'y a pas d'avis tranché, il y a des avis divers. Voilà. Et donc tous les avis sont donnés. On ne met personne de côté, tout ce qui est dit est repris. Et en fait, ça se divise un peu en deux, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent « Ok, la SNR fait quand même un certain nombre de réserves, elle estime qu'il y a des choses à compléter, etc. » Mais globalement, et à ce stade, parce que ça c'est une expression qui revient sans arrêt, c'est normal, et finalement, on a le temps de donner des réponses justement aux questions qui restent encore en suspens. Et puis pour d'autres, au contraire, d'autres membres du CLIS, il y a des sujets sur les réserves, on va dire, émises par les SNR, qui leur paraissent tellement importants que justement, à ce stade, ça devrait déjà être réglé. Voilà, donc là-dessus, c'est difficile de dire qui a tort, qui a raison, mais bon, voilà, chacun s'exprime, et nous, on reprend tous les avis, quoi qu'il arrive. Donc voilà, pour les commissions, et la dernière commission, elle est l'environnement santé. Alors elle, je vais en reparler parce qu'elle a été à l'origine d'une initiative dont on m'a demandé de parler ce soir, je tiens à le dire. Alors du coup, je vais en parler, ça me prendra du temps, mais bon, c'est pas bien grave. Et je crois que c'est juste après, non, c'est pas encore. Alors là, je vous donne une liste un peu des expertises que le CLIS a demandées. Alors la première qui a été demandée, c'était même pas l'IRSN, c'était l'IPSN, pour tout vous dire. Mais c'était là un expert institutionnel, donc ça ne nous avait rien coûté, c'était l'intérêt, je veux dire. Ensuite, en revanche, après, on a eu, vous voyez tout le nombre, les plus importantes, je dirais, c'est celle 2004 sur le programme de recherche de l'ANDRA dans le laboratoire, hein, là on parle du laboratoire à l'époque, tout un ensemble d'expertises sur la question de la ressource géothermique dans la région de Bure. Et puis, en 2010, une évaluation des recherches de l'ANDRA qui avait à ce moment-là indiqué à l'endroit où elle pensait localiser le stockage. Et puis les deux dernières qui en fait ont été réalisées en 2025 et qui font l'objet de présentations en assemblée générale du comité. La dernière, l'analyse des scénarios d'intrusion humaine involontaire, ça sera le 5 mai à Bure. Et puis celle de l'I2ER, là, sur le suivi de recommandations d'il y a 15 ans dans le cadre de la DAC, ça sera en juin, début juin. Donc c'est un gros travail. Il faut voir qu'au CLIS, on a... alors bon, moi je suis salarié du CLIS, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, excusez-moi. Et il y a également une secrétaire scientifique à mi-temps qui est là, alors d'une part pour ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire vulgariser tous les textes qu'on reçoit, tous les rapports techniques, etc., pour ensuite le mettre à la disposition du public. Et puis, c'est aussi regarder quel sujet pourrait mériter une expertise extérieure. Donc voilà, c'est aussi à quel ça. Et puis il y a également enfin alors elle est à mi-temps, une secrétaire scientifique, et on a une assistante administrative, comptable, etc. Donc on est assez nombreux. Donc voilà, alors, tiens, je passe vite. Voilà, maintenant je vais vous parler de ce sur quoi a travaillé la commission santé. C'est un sujet qui est apparu très tôt au sein du CLIS, à savoir une demande exprimée par les membres qu'il y ait, avant toute décision concernant un stockage géologique, un état de référence sanitaire, un état zéro de la santé des habitants du territoire. Chose qui ne se fait pas. Hein. En tout cas, on fait un état zéro dans l'environnement, mais pas de la santé humaine. Et donc, ça a pris du temps, il y a eu des premières tentatives qui ont échoué. Et puis finalement, il y a 10 ans, à peu de choses près, on a réussi à mettre autour de la table, vous voyez, l'Agence régionale de santé Grand Est, Santé publique France, vous ne le voyez pas, je ne sais pas pourquoi ils n'y sont pas, mais c'était l'IRSN, donc aujourd'hui la SN, et puis la préfecture de la Meuse. Et donc, avec ces personnes-là, on a réfléchi à ce qui pouvait être mis en œuvre pour justement arriver à la fois
à un état de référence, donc un état de santé de la population autour de Bure, dans un certain périmètre, et un suivi dans le temps surtout. Enfin, je veux dire, pas surtout, mais et aussi un suivi dans le temps, puisque il faut les deux. Et donc, c'est ce qui nous a permis d'arriver à cette réalisation qui est l'Observatoire de santé des riverains du site de Bure, OSARIB. Et vous voyez là les objectifs. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais vous voyez que ce qui est important, c'est que l'idée de cet observatoire, c'est donc de faire un état zéro et de suivre. En revanche, le suivi, il va permettre de détecter, par exemple, une évolution concernant une pathologie donnée. Mais c'est tout. Il va constater l'évolution. Il ne pourra pas dire d'où elle provient, cette évolution. Il ne pourra pas en donner l'origine ou la cause. Mais si jamais il la découvre, cette évolution, il faudra mettre en œuvre des études complémentaires et adapter justement à la recherche de la cause. Et là, c'est évidemment, ça fait partie d'un autre exercice, mais qui est prévu d'une certaine façon. Donc l'idée, c'était de faire ça, évidemment, avant tout démarrage du stockage. Il faut que ce soit adapté aussi à la durée de vie du projet, parce que le projet, on annonce 100 ans, en fait, ça sera sans doute beaucoup plus de 100 ans si jamais il est autorisé, hein. Surtout si on rajoute des nouveaux EPR, on voit bien qu'on aura dépassé le siècle, je vais dire assez rapidement, non, mais on y arrivera, quoi. Et puis, ça peut être évolutif, en cohérence avec les surveillances épidémiologiques. Donc ensuite, on a mis en place toute une comitologie, comme on dit de nos jours, voyez, équipe projet, comité de pilotage, et puis un conseil scientifique selon les règles de Santé publique France. Et on a travaillé ensuite avec un prestataire, vous voyez le logo là-haut, qui est l'Observatoire régional de santé Grand Est. Alors je ne sais pas s'il y en a en PACA, mais je pense que chaque région a son observatoire de santé. C'est une association également. Et donc il travaille là comme prestataire sur 2 volets. Voilà, ça c'est l'observatoire, donc il y a 4 volets. C'est la structure telle qu'elle était à l'origine. Les volets 1 et les volets 4, ils sont à la charge de l'Observatoire régional de santé. Donc le 4, c'est un peu général, c'est un contexte socio-démographique du territoire, mais qui permet aussi de mieux connaître les déterminants de santé. Ça, c'est assez important. Le 1, là, c'est une analyse qui est appelée donc, de contexte local, qui a été menée par le biais d'entretiens individuels ou collectifs, avec donc, là, vraiment des personnes qui habitent dans la zone, que je vais vous montrer par la suite. Pour avoir une idée de leur, la façon dont ils ressentent d'une part leur état de santé, l'offre de soins du territoire, enfin voilà, c'est tout ce qui tourne autour de ça, et donc c'est un peu psychologique, on va dire. Et puis les 2 volets 2 et 3 sont menés par Santé publique France. Alors le volet 2, aux dernières nouvelles, il ne va pas se faire comme ça. Je crois que Santé publique France a l'intention de faire une étude nationale et qu'ils iraient extraire ensuite de cette étude ce qui concerne le local. Bon, je vous en dirai peut-être plus un autre jour. En revanche, le volet 3, voilà, c'est lui qui est vraiment important puisque c'est ce qu'on appelle l'étude de santé objectivée à partir de recueil de données pris dans le système national des données de santé. Alors ça, je vais un peu détailler. Alors ça, c'est la zone donc d'étude. Le petit machin, il y a une lumière. Oh oui, ça c'est Bure. Vous voyez. On a un premier cercle donc avec un rayon de 25 km ici, et puis un deuxième qui permettra une comparaison de 50 km. Pourquoi 25? C'est pour avoir déjà un nombre d'habitants suffisant pour avoir des études statistiques qui tiennent un peu la route. Parce que si vous voulez, Bure, la densité, c'est 7 habitants au kilomètre carré, je crois. Enfin, Bure et alentour, hein, j'entends. Donc il a fallu aller un peu plus loin. Sachant qu'à 25 km, ça j'en parlerai volontiers, mais ce n'est pas l'objet ce soir. À 25 km, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui se préoccupent de savoir ce qui se passe à Bure même. Dès qu'on s'éloigne un peu, ça devient compliqué. Et puis le petit violet, là, n'en tenez pas compte, je crois que c'est plus trop à l'ordre du jour. Alors, ça c'était donc Vivre sur ton territoire, je vous en ai parlé. Ça c'est l'enquête de santé perçue, qui a priori ne va pas se faire, en tout cas en local. Et ça c'est le troisième volet, l'étude de santé objectivée. Donc c'est fait à partir du système national
des données de santé qui est alimentée par les données de l'assurance maladie, les données d'hospitalisation, les causes de décès, etc. Et ça, ensuite, donc, Santé publique France, c'est quasiment son travail quotidien. Il recueille des données. Alors là, évidemment, elles vont être géolocalisées, anonymisées, mais géolocalisées. Et ça va porter les données qui seront extraites sur certaines pathologies. Là, c'est global. Hein, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste. Enfin bref. Mais vous voyez un peu tous les types de pathologies. Donc, c'est pas que physique, hein, c'est aussi la santé psychique. Et c'est pas forcément lié. Ce ne sont pas forcément des pathologies liées à une exposition à des rayonnements ionisants. Voilà. Et donc, ce volet-là, c'est lui qui va vraiment permettre de donner l'état de santé à l'instant T. Et c'est cela qui sera refait régulièrement, si jamais le projet est autorisé, à des échéances qui ne sont pas aujourd'hui déterminées. Mais ça sera fait avec le conseil scientifique, c'est son rôle de donner des orientations et des avis sur ces questions. Je me demande si j'en ai pas terminé. Eh ben oui, je crois que c'est fini. Voilà. Merci Benoît. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser sur ce sujet? Oui. Pour avoir des données, on va dire médicales, il faut quand même que vous travaillez, faut quand même travailler avec les médecins qui s'occupent des patients pour savoir s'il y a justement une pathologie réservée aux gens qui sont sur des sites comme ça. Vous avez raison, sauf que des médecins sur place, ils ne sont pas obligés de vous répondre. Non, vous n'en trouverez pas. Ils ne sont pas obligés de vous répondre, ils peuvent vous dire c'est le secret médical. Vous savez, il y a des déserts médicaux, on est en plein dedans là. Ah, d'accord. Okay. Mais vous avez raison en même temps. Mais en même temps, si jamais une évolution est constatée via le recueil des données du SNDS, ben là, évidemment, ça sera une étude de terrain, ça ne sera plus du tout la même chose. On va passer à... Mais encore une fois, ce n'est pas l'objet même de l'observatoire. En revanche, si ça arrive, il faudra mettre en place une étude, je ne sais pas, une enquête, je ne sais pas quoi, terrain. Et là, effectivement, on ira voir. Alors les médecins, oui, il faudra quand même aller chercher. Hein, mais non, bien sûr, vous avez raison. Alors moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que le CLIS de Bure a les résultats déjà du début de l'enquête qui a été faite, puisque d'après ce que tu nous as dit, ça a commencé en 2023, c'est ça? C'est pas ça que tu avais marqué dessus le document? Quelle enquête? Pas l'enquête, sur les déterminants de santé qui ont été pardon. commencés. Ah oui, j'ai pas dit ça, effectivement. Non, je parle de la santé. En fait, les volets, les 1 et 4, ils sont achevés. Les rapports sont rédigés, ils sont peut-être en relecture, mais je pense que c'est même déjà fait. En revanche, ce qui prend du temps, c'est le recueil de données. Celui-là, il est en cours, il a commencé déjà depuis 2 ans, je pense. Et alors, on devrait avoir bientôt une réunion de l'équipe projet ou du comité de pilotage, mais je pense que les résultats seront présentés au public, donc l'état de référence, là, proprement parler, avec les volets qui auront été faits, l'année prochaine, je pense. Au plus tard 2028, mais je préférerais l'année prochaine. Oui, d'accord, c'est pour savoir si c'est communiqué après à la sûr, ça fera l'objet d'une communication idée. publique. Oui. Oui, D'ailleurs, la mise en place de l'observatoire a été aussi l'occasion d'une réunion publique devant la presse pour présenter justement tout. Et quelle est la perception des gens à ce niveau-là? Alors, ça dépend qui. Les membres du CLIS, ils sont assez fiers parce que c'est une sorte de première, c'est quelque chose qui se fait pas, quoi. Et donc, à la limite, même le CLIS avait fait en 2016 un colloque là, sur ce sujet-là. Alors, pas directement là-dessus, parce qu'à l'époque, on n'avait pas tous ces éléments. Mais l'idée, c'était aussi de dire pourquoi ne pas mettre en place ce genre de tas de références pour tout projet type Céveso ou type nucléaire, puisque voilà, c'est quelque chose. Il faut bien voir que ça ne peut se faire qu'avant qu'un projet existe. Hein. Ça ne peut pas être transposé à un endroit où il y a déjà une INB. C'était le but de ma question, justement, et tu as donné la réponse en mentionnant, ça peut être fait dans les sites importants, les sites EDF, les trucs comme ça, enfin tout, à partir du moment où il y a une nouvelle installation. Et puis il y a un impact sanitaire. Quoi. Voilà, il y a un impact sanitaire, donc c'est pour ça que je t'ai posé cette question. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?
Bonjour. Alors moi, je voudrais savoir comment ont été déterminés les territoires d'observation entre 25 et 50 km. J'ai compris que 25, c'était peut-être les gens que vous considériez comme peut-être éventuellement impactés, et 50, je ne sais pas. Alors, tout à fait, vous avez raison, 25, c'est ça. C'est l'idée que... déjà, 25, c'est pour avoir une population suffisante d'un point de vue statistique. Parce qu'en dessous de, je ne sais plus combien, moi j'en sais rien, mais les gens qui ont travaillé avec nous, ils savent un petit peu. Et donc ils ont dit, ils ont regardé, ils ont tourné dans tous les sens, et ils se sont dit, bah, il faut quand même un minimum de personnes dans cette étude. Donc, avec un rayon de 25 km, on est arrivé à 60 000 et ils ont estimé que c'était correct. Ensuite, le rayon supplémentaire, c'est pour comparer. C'est-à-dire qu'en gros, on va voir ce qui se passe, je sais pas moi, à Chaumont, là, tout en bas, là, ici, et puis par rapport à ce qui se passe dans ce périmètre-là. Et c'est là aussi qu'on voit des évolutions. C'est par la comparaison. Oh, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Vous comptez la zone de proximité sur quels critères? Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est les nuages? Alors ça, non, ça, il y a eu une longue discussion là-dessus aussi au sein de l'équipe projet. On pourrait avoir aussi pensé au vent dominant, etc. Non, ça, alors là, c'est Santé publique France qui a dit non, on fait un cercle, un peu imprécis, mais et on s'en tient à ça, parce qu'en fait, on fait cet état de référence, évidemment, parce qu'il y a le projet, mais c'est pas non plus lié strictement au projet. Si vous voulez, quand Santé publique France et l'Agence régionale de santé s'impliquent là-dedans, c'est qu'ils y voient aussi un intérêt en termes de santé publique. Et donc le projet, ok, il est là, c'est l'occasion justement de faire ça pour eux. Donc ils ne se rattachent pas forcément au projet, et donc par exemple aux pathologies liées à l'exposition au rayonnement, non plus au vent dominant, parce que, et c'est pour ça qu'ils préfèrent avoir un cercle plutôt qu'un ce qu'ils appellent un truc patatoïde ou je sais pas quoi. Alors, je vous pose cette bête question parce que actuellement dans les Calanques, il y a des travaux qui sont faits de dépollution. Et il y a une dépollution au plomb, à l'arsenic, à beaucoup de métaux sympathiques, et la zone est à peu près 1 km autour. Et bon, nous, on fait valoir qu'il y a du vent chez nous, à Marseille, mais ça interpelle personne, en fait. C'est tout. Je ne pourrais pas vous répondre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Benoît, et merci de nous avoir présenté ce domaine médical qui nous importait beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions au sujet de tout ce que vous avez pu entendre ou voir? J'ai une dernière question, comme on est sur Cadarache, qui a ITER. J'ai vu qu'ITER faisait partie de l'inventaire de référence. Y aura-t-il besoin d'études d'adaptabilité ou je ne sais pas? Je ne suis peut-être pas très avancé au niveau de la réflexion, mais... Oui, je réponds, Landra aurait pu répondre, mais les déchets issus d'ITER font partie de l'inventaire de référence, donc il n'y aura pas besoin d'études d'adaptabilité, étant donné que ça a déjà été considéré. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Alors d'abord, je compte vous dire aussi que tout ce qui a été fait aujourd'hui est enregistré par notre chargé de communication, Eric. Vous pourrez le voir sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux de l'ACLI, mais aussi sur YouTube. Et puis, si vous avez d'autres questions, eh bien, vous pouvez les adresser à l'ACLI, qui feront le relais vers les personnes, par exemple l'autorité de sûreté nucléaire, vers l'ANDRA, et on pourra vous apporter des réponses dès qu'on les a, bien entendu. Je tiens tous à vous remercier. Merci aux intervenants, surtout, parce que, franchement, c'était très bien. Même nous qui sommes là-dedans, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, et puis heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait des génies, ce qui n'est pas le cas. Donc très bien, merci pour tout. On vous invite à un petit tanka, si vous préférez, à la sortie, dans le hall. Et puis je vous dis encore une fois, merci à tous. Je remercie surtout
Eric qui était là, notre chargé de com, parce qu'il y a un travail phénoménal qui est fait, et puis tous ceux qui ont participé pour la réunion qu'on a fait aujourd'hui. Je regarde Armand, je regarde pas mal de membres de la CLI qui ont travaillé, et on a énormément travaillé sur ces sujets. Voilà, merci beaucoup.